Incroyable, les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit podcast, le club. Vous savez qu'on pourra peut-être même changer le logo ici plus tard, mettre le logo le club au lieu du logo 10 millions. Mais bienvenue dans ce petit podcast, le club. Qu'est-ce que vous pensez du set déjà? Est-ce qu'on n'est pas... Ah, il y a de l'écho. Mince, vous m'entendez en écho les amis? On entend en double. Je sais pas si c'est parce que je parle trop fort, c'est peut-être parce qu'il y a un deuxième micro, peut-être que je parle trop fort. Pourtant moi j'ai qu'un seul micro les gars. Vous inquiétez pas, ça va être réglé. C'est bon, tout est bon, non c'est bon maintenant, parfait. Et bah nickel, c'est réglé. Voilà les amis. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Regardez-moi ça, petit logo le club, petit podcast, c'est le matin. On va parler, il y a un invité qui est là, qui est juste, il est même juste ici les gars, pour tout vous dire. Il est derrière ce rideau, il est en train de rigoler. Qu'est-ce que vous pensez du set? Déjà le set est incroyable, moi j'aime trop. Il y a vraiment une petite ambiance en mode... Je sais pas, lever de soleil, c'est le matin, c'est tranquille, il y a le petit déj qui est en place, on va discuter, le chat, vous êtes là, vous êtes beau, vous êtes toujours avec moi sur la tablette et voilà, on va bien manger. Il y a quoi à manger? On va parler de ça avec l'invité, vous inquiétez pas. On va appeler l'invité tout de suite. Je veux un maximum de flammes dans le chat les amis, je veux un accueil incroyable pour l'invité d'aujourd'hui, le docteur Aurel Gage. Faut sortir, chef! Oh là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cassé ton setup. Oh non, t'as explosé le rideau. Il est fini ton setup. C'est mort. Attends, je te laisse t'installer. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, c'est quoi ce gros manteau? Alors, je viens de te présenter en mode le docteur Aurel Gage. Il y a un énorme manteau. Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu te mettes là, sinon on t'entendra pas. C'est toi qui l'as payé ce manteau, mais c'est pour le mois Octobre Rose. Ah, d'accord, ok. Mais en plus, regarde, attention. Tu t'es mis dans la j'ai le petit détail rose. C'est vrai que là, en vrai, on est raccord sur le Tu t'es mis dans la thématique. Non, mais pourquoi ce gros manteau en fourrure là? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit ouais, les streamers ils s'habillent toujours un peu flashy, un peu machin. Et je me suis dit vas-y, je vais faire appel à la styliste, à ta styliste. Et elle m'a conseillé, elle m'a dit franchement, fais-toi plaisir, ça changera, c'est bien, fais-toi, ce sera rigolo. Okay. Tu valides pas la fourrure rose? C'est too much un peu. Tu sais qu'il a fallu 4 flamants roses pour une manche. Non, ça me terrifie ce que tu dis. Évidemment, je pense que c'est faux, mais ça me terrifie. Ça me terrifie de fou. les flamants roses aussi étaient terrifiés quand j'ai fait la vanne, je te jure, ils étaient pas contents. Les amis, je vous présente le docteur Aurel Gage pour ceux qui ne connaissent pas. Alors déjà, je vais vous parler un petit peu de comment on s'est rencontrés et après je vais te laisser te présenter. Mais bien sûr. Je pense que tu le feras mieux que moi. Tu es... alors déjà, tu es un peu le médecin que j'appelle quand j'ai des galères au quotidien. Souvent. Voilà. D'ailleurs, même si tu m'appelles très souvent, il me follow toujours pas sur Instagram, faut quand même le dire. Hein. Je tiens juste à le dire. Les gars, qui follow son docteur sur Instagram? Non, alors juste son docteur, on va peut-être raconter aussi comment on s'est rencontrés. Je pense que je suis celui qui te sort le plus de toutes tes galères et je peux même te dire que je te sors de galères où t'étais même pas. C'est-à-dire des galères où des gens te mettent et où moi je dois aller et ensuite on me fait bah non, Miguel il est pas là. Genre, donc ça, on va revenir là-dessus. Alors ça, j'aimerais bien savoir de quoi tu parles parce qu'apparemment je suis pas au courant. Ah non, ça moi je peux te dire. Et déjà, je ne sais même plus. Je saurais pas dire c'est quand la première fois qu'on s'est vu, vraiment qu'on s'est rencontrés. C'est que c'est très très mauvais signe parce que moi je crois que je me souviens de la première fois où on s'est vu et j'aurais des choses à dire mais juste avant quand même parce que fallait. Oh là, ça fait peur. Aujourd'hui c'est ton procès, ton procès. Mais aujourd'hui c'est aussi on est là pour te féliciter pour tes 10 millions d'abonnés. Moi c'est ce qu'on m'a dit et donc je me suis dit que j'allais t'amener un petit truc, un petit cadeau parce que tu sais à chaque fois je fais des vannes et je me suis dit pour une fois voilà on va te faire un cadeau parce que tu sais, je sais que pour toi, j'abuse sur les vannes. Incroyable. Non, mais alors ça, c'est super gentil. Voilà. Mais incroyable. Mais vas-y, déballe-le. Vraiment, j'ai mis du temps, j'ai mis de la réflexion. Déjà, je pense que je suis un peu spoil avec l'emballage. Ça a l'air d'être un petit mug. Ah, moi, j'aurais dit une PS5, mais après, why not? Ouais, ça. Pourquoi pas la Play? Pourquoi pas la. Non, bah. Non mais alors c'est. Alors là c'est juste tu fais juste ta pub là. Docteur Gage. Le petit QR code. J'imagine qu'il envoie sur ton Instagram. Mais tu penses vraiment que j'aurais osé faire ça? Faut vraiment. Tu m'as dit arrête de faire ta pub sur mes lives, sur mes émissions, sur tes trucs. Et bah tu sais quoi vraiment... Je vais boire dans cette tasse ce matin. Elle est neuve quand même. Elle est neuve ouais. Ok. Je l'ai faite exprès pour toi ouais. J'ai demandé si elle était neuve, il a hésité. Ça sera ma petite tasse de ce matin. Ta petite tasse de ce matin ouais. MDR. Non les gars vous allez voir, vous allez découvrir.
le personnage, parce que je vous le dis, hein, Aurel, c'est un personnage. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez le kiffer. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Tu sais aussi un peu de quoi on va un peu parler aujourd'hui. En vrai, on m'a dit petit-déj gratuit. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah d'accord, c'est juste pour ça. Elle m'a dit, franchement, et ensuite elle m'a dit, ouais, il y a Miguel, mais il y a petit-déj gratuit. Mais ça me fait plaisir de te voir, franchement. D'accord, ok. De ouf. Je suis le second. Mais en vrai, pas mal, tu vois. Je t'ai mis au niveau du petit-déj gratuit. Ouais, par contre, elle m'avait dit qu'il y aurait d'autres choses que des viennoiseries. Il n'y a pas, mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Il y a des petits fruits. Tu veux boire un truc? Bah moi j'aimerais bien du café. On peut faire comme dans les films ou pas? Je peux genre dire café et genre café apparaît ou pas? Alors c'est hyper irrespectueux pour les gens qui sont derrière la caméra, mais vas-y. Mais ouais, mais s'il vous plaît. Vas-y. Café irrespectueusement. Et bah voilà, c'est parti. Le café qui part. Non, c'est vrai que c'est limite la machine à café parce qu'il y a une machine à café en bas dans le salon. J'aurais dû la mettre là. Ça aurait fait autre chose pour le setup, mais ouais, mais c'est les aléas du direct. Mais est-ce que je pense... Il est giga drôle par contre. Est-ce que les gens veulent savoir, avant même que je me présente, comment on s'est rencontrés? Parce que je pense que, tu vois, le mix, même moi, je l'aurais pas cru de ce mix-là, tu vois. Je pense que tout le monde veut savoir comment on s'est rencontrés. Mais donc tu penses qu'on attend un peu que ça monte? Aujourd'hui, toi, t'es le médecin que j'appelle quand il y a une galère. Ouais, exactement. J'essaie de faire le plus souvent. Aussi, tu vas en parler après mieux que moi, mais au quotidien, médecin urgentiste. Ouais. Donc en général, j'essaie, pareil, tout comme pour toi, j'essaie de faire comme je peux. Ok. Après, si ça marche pas, bah, c'est la vie. Du coup, t'as vécu un peu des dingueries aussi. Ouais, ça fait bilan. Et je pense t'as pas mal d'anecdotes, on a pas mal de choses à dire par rapport à ça. Ouais. Maintenant, comment on s'est rencontrés? Tu sais que vraiment la première fois où on s'est vus, je ne saurais pas dire. Genre pour moi, vraiment le moment où je me suis dit, ok, ce mec devient un des personnages principaux dans ma vie. C'est quand on a fait le 3 jours seul en mer. Parce que tu étais le médecin qui était là sur le bateau pour m'accompagner. Et vraiment, c'est le moment où j'ai passé beaucoup de temps avec toi d'un coup. Et je me suis dit, mais qui est cet homme? Mais tu sais que... Il est fou. C'est pas possible. Tu sais que la partie la plus drôle, c'est que alors le premier contact qu'on a eu, puisque on travaille avec le même manager, et donc on s'était croisés 1 ou 2 fois, pareil de concept, et puis tu vois, je chantais le côté où tu sais, t'as entendu médecin, tu t'es dit directement, il peut pas faire de vannes, etc. Et en fait, quand tu bosses avec quelqu'un, bah t'as pas le choix, tu vois. Donc là, d'un coup, on s'est mieux connus. Mais en fait, le premier contact qu'on a eu, c'est un contact qui était que d'un côté, tu vois, c'est comme un amour mais unilatéral. En gros, tu te souviens quand tu as préparé un combat de boxe? Tiens, ça c'est une anecdote, c'est un insight dont tu n'es pas au courant. Bien sûr, et toi tu étais venu, parce qu'à un moment je m'étais entraîné sous 39 degrés de fièvre, je crois. Et tu étais venu parce que justement j'étais KO après l'entraînement, je t'avais appelé. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un autre... Ah non, il y a un autre truc. Ça, les 39 de fièvre, ça pour que les gens aient cette information-là. En gros, ça c'est quand même intéressant. Miguel, vraiment, quand il fait un truc, il le fait à fond. Et ça, c'était le truc cool, c'est que je t'ai découvert à ce moment-là. À ce moment-là, tu vois, je me suis dit, finalement, le type, il est marrant, il est intéressant parce que je viens pour les 39. Non, mais tu vois, je te vois, t'es en train de te cadrer tout seul. Tu sais, tu dis, ouais, le cadrage, il me plaît pas, machin. Je me dis, punaise, en fait, il sait ce qu'il fait, tu vois. Il sait ce qu'il fait. Et parce donc, que, du coup, je vloguais pendant cette période. Tu vloguais le 39, tu m'as cuté au montage, mais ça, c'est pas grave. Bah, vous savez le nombre de choses qui ont été cutées au montage de la vidéo 1 mois non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De la boxe, il y a beaucoup de choses. Ouais, mais c'est vrai que t'es cuté au montage. J'ai cuté direct. Et genre, en plus, je sais que la vidéo est sortie, il s'est dit, ah, je passe dedans, alors attends. Il s'est mis avec toute la famille, regardez, je suis dans la vidéo. Eh ben non. Eh ben le pire, c'est que c'est exactement ça. Et je me souviens, je l'ai regardé. Et tu sais, au début, t'y crois pas. Tu sais, parce que t'y crois pas, tu regardes une première fois. Tu vois, j'ai dû regarder un peu vite quand même. Alors tu sais, au fond de toi, tu sais que t'as pas regardé un peu vite. Tu sais la vérité. Tu sais que dans cette vidéo YouTube où t'as consacré du temps à la personne, t'es venu. Bah en fait, non, t'es juste pas dedans. Je l'ai regardé une 2e fois. Après, à la base, faut le dire. Ouais. Je t'ai pas appelé en mode viens, c'est pour une vidéo. Non, tu m'as vraiment appelé consultation et je t'ai dit est-ce que je peux filmer? Et ouais. On sait jamais. Mais tu vois, le truc c'est que j'ai senti, je me suis dit ouais, bilan, moi tu vois, j'étais pris d'émotion, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit ah ouais, la prochaine fois je le fais payer. Et tu veux savoir le fois d'après? Bah je t'ai fait payer. Bah c'est vrai. Bah t'as raison. Non, alors blague à part. Sinon, qu'est-ce qui m'est arrivé pendant ce tournage-là? À un moment, t'as ton manager. Saïd, qui à un moment me fait rire, il m'appelle, il me dit ouais, faut que je te tienne informé, Miguel il va avoir son premier combat, un sparring. Je dis ok, tu veux être le médecin de la compétition? Je dis bah c'est rare, parce que moi je fais de la boxe anglaise un peu, je dis c'est rare quand même pour un sparring que t'aies un médecin qui vienne. Il me dit ouais viens, c'est pour Miguel, c'est son premier combat, ça lui fera plaisir et tout.
Donc là, Sachant que là, j'avais rien demandé. T'avais rien demandé, hein. Sauf que ton manager, il me dit ouais, Miguel, ça, il t'a pris les devants. mais lui, il m'a dit t'es trop chaud, machin, etc. Ok. Et il me passe ton entraîneur. D'accord. Ok. Et ton entraîneur, c'est qui que t'as eu, Madou, Kassa? C'est Kassa que j'ai eu. Okay. Et Kassa, il me dit ouais, c'est une petite compétition, tranquillou. Mais et là, à ce moment-là, je dis. Juste attendez que je sache bien, parce que moi j'ai déjà fait des surveillances en tant que médecin de compétition sportive, il faut une assurance, etc. C'est des trucs un peu carrés. Et là je lui dis, et puis c'est pas anecdotique, et je lui dis mais c'est quand même bizarre pour un sparring, c'est de la boxe loisir non qu'il fait là actuellement. Il me dit ouais c'est une première mise de gants. Et il me dit mais par contre il faut un médecin. Et là Kassa il allait parler. Et à ce moment-là, ton manager l'interrompt, il faut ouais, t'inquiète, c'est pour voir Miguel, etc. J'arrive à cette compétition où t'es censé Donc, au final, l'entraîneur Kassa, il a pas eu le temps de te dire ce qu'il voulait dire. Non, mais Kassa, il se dit, ouais, bon, il y a un médecin. J'arrive à cette compétition qui, je crois, était à Drancy, d'accord ? Ouais. J'arrive, donc, évidemment, il faut savoir que moi, je travaille... Là, tu parles du... Ok, d'accord, vraiment du match de ta première mise de gants. Le matin, t'as fait... C'était pas le combat contre Tobias, donc c'était le premier sparring. En fait, et donc, je me suis vraiment fait péter la gueule, d'ailleurs. Ça, je l'ai appris après, mais j'étais même pas là. C'est ça, le pire, parce que l'histoire bien c'est que en gros du lundi au samedi je travaille, le dimanche donc là t'as ton manager, il m'appelle, il me dit ouais franchement en plus Miguel ça lui ferait plaisir. Qu'est-ce que ça lui ferait plaisir, tu vois, à l'époque vraiment je me suis dit bon ok, et je viens et donc je n'étais pas au courant, t'étais même pas au courant, mais t'étais pas au courant de cette histoire, c'est ça le pire. Je me pointe et j'ai prévenu, hein. Je dis c'est des trucs, les combats de boxe, parce que moi je fais surveillance aussi de combats de boxe, de médecin en tant que médecin, de boxe, de karaté, de plein de sports de combat où il y a des risques de traumatisme crânien, ça s'improvise pas comme ça, faut signer une convention, enfin je veux dire voilà. Et là, j'arrive et je me dis, pour de la boxe loisir, tu sais, déjà, t'as beaucoup de monde. Tu vois, t'as des arbitres de fédération et tout. Je dis, ça ressemble quand même vachement à une vraie compétition, tu vois. Et là, je vois les profils, tu vois. Je vois le mec hyper stock avec des cicatrices qui a déjà fait de la tôle, qui arrive et tout. Il fait tranquillement sa pesée. Ah ouais, d'accord. Tu t'es dit, putain, si Michou, il est face à lui, il est mort. Tu sais que c'est exactement ce que je me suis dit, ouais, quand même. Je comprends mieux pourquoi on avait besoin d'un médecin. Mais tu sais, qu'en le faisant, je me dis, quand même, Miguel... c'est un peu chaud quand même pour un premier match boxe loisir. Tu vois, ensuite je vois celui d'après, je lui dis, t'es à ton combienième combat toi? 22e. Et vraiment, tu sais, quand tu sais qu'il y a un truc qui va pas, mais tu te mens à toi-même. J'ai attendu la 5e pesée, le 5e mec que je vois. Le 5e mec qui lui était déjà champion dans de la boxe française, tu vois. Et là, à ce moment-là, je lui dis, non mais attends, il y en a aucun de vous qui fait de la boxe loisir, c'est de la boxe. Il dit, bah ouais, c'est de la boxe compétiteur, on est là pour se marave la gueule. Et là, je vais voir Kassa, je lui dis, dis-moi Kassa, Miguel, il arrive dans combien de temps? Il me dit, bah, il a combattu ce matin. Et là, je vais voir ton manager. Et ton manager, il fait, oh, vas-y, casse pas les pieds, ça va, t'es pas à ça près, c'est bon. Je dis, c'est ma seule journée de repos de la semaine, tu me fais venir à une MJC, pas payé sur un truc où c'est hyper chaud s'il y a un traumatisme crânien, sans assurance. Aïe, aïe, aïe. Et voilà le premier contact dont tu n'as jamais eu connaissance qu'on a eu. C'est drôle parce que, ouais, notre premier contact, finalement, il est à sens unique. Non, mais en vrai, après, pour moi, c'est surtout Seul en mer où là, t'étais là parce qu'on s'est déplacé à La Rochelle, on a pris le train ensemble sur le bateau pour aller au milieu de la mer, etc. Le café magique. Oh, le café qui vient d'arriver. Incroyable. Tiens, let's go. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur le café si tu veux. Tiens. Là, t'étais. Ah, je veux bien savoir l'anecdote. J'aime bien tes anecdotes. C'est vrai? Sachez qu'il y a une petite histoire avec les anecdotes d'Aurel. C'est que justement, pendant le tournage Seul en mer, c'est là où on l'a vraiment découvert avec l'équipe avec qui je bosse d'habitude, etc. Ouais. Qui n'en peut plus de toi d'ailleurs, hein, faut le dire. Mais alors, je tiens juste à dire sur ton équipe que je les ai tous trouvés talentueux. Steven, Emric, Ségolène et même les skippers. Je les ai trouvés tous incroyables. Incroyable. Vraiment. Parce que c'est très drôle parce que incroyable. Il y a aussi une personne qui est en train de faire des doigts d'honneur derrière, qui est Marie, qui était là sur le tournage, qui s'est donnée à fond, qui n'a pas cité. Ah oui, c'est vrai, il y avait elle. C'est vrai. Alors, il y en a qui disent il vient pour se plaindre. Non, les gars, c'est pas ça. Non. C'est juste qu'en fait, on se connaît bien, on se permet de. Je me permets de te tacler un peu, tu te permets de me tacler un peu, et c'est bon enfant, les gars. En vrai, c'est juste parce qu'on se connaît bien. On se connaît très bien maintenant. Mais du coup, ouais, c'est sur Seul en mer où je t'ai vraiment découvert, et sur Seul en mer. Mec, vraiment, c'est abusé. T'étais en one-man show. On va au restaurant, tu fais que parler, tu débites comme ça. Limite, la serveuse, elle arrive en mode qui a commandé des pâtes? Et
J'ai une anecdote sur les pâtes. Vous voulez une anecdote sur les pâtes? Et là, il commence à nous parler d'anecdotes sur les pâtes. Mais par contre... Je passe 3 jours seul au milieu de la mer. Je reviens enfin avec un contact humain. J'ai les vidéos, c'est dommage, là, elles sont pas là, mais je les ai quelque part dans un PC. Genre, je reviens, ça y est, en mode un contact humain. Je reviens sur le bateau avec l'équipe et tout. Et là, le docteur, il commence à dire... je vous ai pas parlé encore de mon premier toucher rectal. Alors, mon premier toucher rectal... Oh là là. Je sais pas si c'est un truc qu'on peut raconter en live ici. Le premier toucher rectal, il y a peut-être un public un peu trop jeune, mais je sais pas. Est-ce que ça vous intéresse le premier toucher rectal? Des flammes pour le prochain. Le premier toucher rectal. Moi, si vous voulez, je peux raconter cette histoire qui est assez intéressante. C'est comment on apprend et comment vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée à l'hôpital. Si vraiment il y a beaucoup de gens qui demandent, on raconte l'histoire du premier toucher rectal. Et pour ma défense, je vous rassure, maintenant mon toucher rectal n'est plus le même par rapport à avant, puisque les années ont passé, certains patients ont survécu et que donc j'ai appris que le toucher rectal se faisait d'une certaine façon. Voilà. Moi en médecine je suis chaud. C'est vrai qu'après tu sais que par contre il va y avoir un côté aussi intéressant, c'est qu'il y a des gens en médecine qui vont être ultra intéressés par ce que tu vas dire, mais on va en parler après. Donc là tu vas nous parler de ton premier toucher rectal. Okay. Alors, c'est parti. Alors, bon appétit les gars. Hein. Bon appétit. Surtout au moment du pain au chocolat. Au chocolat c'est parfait pour le thème. Alors, le premier toucher rectal, pour vous ayez une idée, en gros, tu passes ta première année, en médecine, tu as fait ta première année, tu es fort en physique, tu es fort en chimie, mais en gros, tu sais pas faire de médecine. Tu fais ta deuxième année, tu sors énormément, donc tu valides tes examens un peu à la va-vite, tu apprends la veille pour le lendemain, ou alors il n'y a que moi qui faisais ça. J'espère pour les générations futures qu'il n'y avait que moi qui faisais ça. Et ensuite, tu arrives direct à l'hôpital. Et là, direct à l'hôpital, on te dit, bon, bah Aurel, il y a un patient, j'étais où à ce moment-là? J'étais en chirurgie digestive. J'étais en chirurgie digestive, donc tu vois, clairement, des touchés rectaux, t'en fais souvent. Okay. Et là, on me dit, il y a un vieux, il a ce qu'on appelle un fécalome. Un fécalome, c'est en fait le caca, lorsqu'il stagne, il va devenir dur comme de la roche. Et en fait, ça fait que derrière... Vas-y, mange ton pain au chocolat en même temps. Ça fait exactement comme le pain au chocolat, en fait, le fécalome, c'est-à-dire qu'il reste coincé au bout du pain. Et donc, ça fait que tout ce qu'il y a en amont derrière va stagner, tu vois. Et donc, il y a vraiment un risque derrière. Il y a un vrai risque. Donc, il faut déboucher le patient. Comment on fait pour déboucher le patient? On met le doigt et derrière, on enlève le bouchon de quinca et derrière, ça sort, tu vois. C'est magique. Yes, je t'en prie. Je croyais que c'était pour un deuxième. La bouteille de lait était mal placée. On vient de la replacer. Ça, c'est de la belle prod. Ça, je suis impressionné, je te jure. Et le café est très bon, je te jure. Vraiment, il est au top. Et donc, en gros, t'as le patient, il a son bouchon de caca. Et donc là, il faut lui faire un toucher rectal. Moi, j'avais jamais fait de toucher rectal de ma vie. Et mon interne, donc c'est le médecin qui est au-dessus de moi, il me dit, bon Aurel, je t'explique le toucher rectal, t'y vas, tu débouches et tu repars. Donc, tu te fais former sur un patient que genre, ça y est. Et surtout la meilleure. Tu te fais pas former avant. Ah non, c'est vraiment, franchement, t'apprends sur le tas. Et je me souviendrai toujours. What the fuck? Est-ce que le patient savait que c'était ta première fois? Non, et le patient ne savait pas que c'était ma première fois. Et je peux te dire que le patient, lui, c'était pas son premier toucher rectal. Donc, on va venir là-dessus. Il avait de l'expérience. Il avait de l'expérience. Il pouvait te donner des conseils. Non, un peu plus à droite, ce sera mieux. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est produit. Donc, en gros, mon supérieur, il me fait ouais, franchement, Aurel, faut que tu ailles faire un toucher rectal. Puis c'est important, c'est un geste en médecine. Il est hyper sérieux quand il me le dit. Et derrière, il enchaîne par et en vrai, je vais pas le faire. Donc tu fais et tu te tais et tu y vas, tu vois. Bon, bah, j'y vais. Tu sais, je suis jeune à ce moment-là. Je suis naïf, innocent. Et là, je vois un vieux monsieur qui a un ventre, tu vois, c'est normal parce qu'en fait, il y a les selles qui stagnent, qui a un gros ventre, qui a mal. Et d'un coup... Waouh. Ah ouais, mais c'est quand même dangereux du coup, hein. C'est dangereux de fou. Ah mais c'est hyper dangereux, hein. C'est un vrai geste, hein. C'est un vrai geste qui peut sauver, c'est un vrai geste... C'était bouché de... Oh, ça me dégoûte. Mais il y avait un bouchon de caca. Il y avait un bouchon de caca, mais c'est un geste qui est ultra connu. Et donc à ce moment-là, le patient, bah, c'est même pas moi qui le mets sur le côté, c'est j'arrive, je te jure que c'est vrai. Le patient de lui-même, il se met sur le côté. C'est-à-dire qu'en gros, il savait déjà ce qui allait lui arriver. Il n'y avait pas de monsieur, mettez-vous. Il avait déjà compris. Il n'y avait pas la scène gênante, tu vois. Il savait même mieux que toi. Hein. Bah non, mais il savait mieux que moi parce qu'à ce moment-là, je mets mes gants un peu tremblotants, tu vois. Je suis innocent. Je me souviens encore, il prend ma main, tu sais, de dos comme ça, hein, prend ma main, il l'approche de son trou de balle directement. Alors quoi? Bah oui, parce qu'il comprend, il sait ce que je vais faire. C'est pas la première fois qu'il a un fécalome, le monsieur. Et donc à ce moment-là, bah, je fais ce que j'ai à faire et j'enlève le fécalome, d'accord? Donc j'y vais et j'enlève le fécalome.
Donc le patient, vraiment, il est soulagé. Et t'imagines, c'est le premier patient que j'ai où j'ai un vrai bénéfice dans le sens où le patient, il va bien. Bon, après, ok, quand tu réfléchis, le moyen par lequel j'y suis arrivé, c'est peut-être pas le moyen le plus ragoûtant. Tu vas peut-être pas voir ta grand-mère en disant le premier mec que j'ai sauvé, c'est en mettant un doigt dans ses fesses. Mais c'était vraiment ça. Le premier mec que tu sauves, genre. Le premier mec où il y a vraiment quelque chose, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, il y a un truc où la personne, elle va bien. D'ailleurs, même pour aller plus loin, tu sais, je me sens pas propre, je me sens pas bien, tu sais, c'est parce qu'il y a un côté. Ouais. Et je te jure que c'est vrai. Je passe dans le couloir. Et à ce moment-là, en allant dans le couloir, en marchant assez vite, t'as un mec de 50 balais qui court. Et moi, je marche encore plus vite, tu vois, du genre, je suis gêné. Le mec m'arrête avec une main dans le dos. Il me dit docteur. J'ai 21 ans à ce moment-là, genre docteur, tu vois, c'est la première fois de ma vie qu'on m'appelle docteur, tu vois, donc d'un coup... Quand on t'appelle docteur, il y a un charisme. Il y a un charisme. Truc, hein. Alors pour être honnête, je me souviens que j'avais oublié d'enlever mes gants, donc quand je me retourne, j'ai encore les gants avec la trace, et à ce moment-là, il me dit docteur, vraiment, je tenais à vous dire, vous avez sauvé mon père, vous l'avez changé, tu vois, et... Vous l'avez changé? Bah non, mais en fait, en vrai... Allez hop, un petit doigt dans le... Voilà. Et bon. Comme quoi le doigt dans le rectum, ça peut vraiment sauver des gens. Et ce qu'il y a d'énorme, c'est que tu vois, donc la première aspect que j'avais du toucher rectal, c'est cet aspect-là. Bon, et ensuite, à l'époque, mon interne m'avait menti, il m'avait dit que le toucher rectal, ça se facturait 80 balles. C'est pas vrai, hein, ça se facture pas un toucher rectal. Et il avait trouvé une solution donc, pour que je fasse tous les touchés rectaux. Quand même, hein. Ah bah quand même. Toujours dans la facturation. Très important. Parce que justement, j'allais te poser une question juste après. Je pense que j'ai déjà une partie de la réponse. J'allais te demander, ça a été quoi ton parcours scolaire dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait que tu as fini par vouloir être médecin ou devenir médecin? Je pense qu'il y a une partie... Alors pour être honnête, franchement, pas du tout. Dans le sens où tu fais pas médecine pour l'argent. Franchement, tu regardes les salaires moyens. Moi, ça me dérange pas. Tu vois, j'ai aucun problème pour dire combien je gagne, mais je le dirai pas quand même. Sauf si les gens veulent absolument le savoir. Mais d'accord, mais faut pas dire ça. Non, mais tu vois, si par exemple, si par exemple, voilà, je passe à 5000 abonnés sur Instagram, je vous dirai. C'est fort. Les gars, il est fort. Combien je gagne. On me dit, tu gagnes combien? Voilà. Abonnez-vous sur mon compte Insta et vous aurez la réponse. Si on atteint les 5000 abonnés, peut-être que j'y réfléchirai. Et je vous dirai exactement à la décimale près combien je gagne. Et combien je peux gagner même en médecin événementiel, parce que ça, c'est une autre activité. En gros, pourquoi j'ai fait médecine? Moi, la première raison, c'est que ce que j'aime, c'est les énigmes. En vrai, c'est le fait de résoudre des problèmes, d'avoir face à moi une situation où, en gros, il va falloir être capable, avec un arbre théorique, tu vois, du genre, le patient tombe, tu vois, un patient, il tombe devant toi. Donc, si tu tombes, derrière, tu as tout un arbre à avoir. C'est te dire, OK, le mec, il tombe. Donc, soit ça veut dire que c'est un problème du schéma moteur, c'est-à-dire que la personne, elle a chuté parce qu'elle n'est pas capable de faire le schéma d'un point de vue neurologique. Donc, tu te dis, soit j'ai un problème au niveau de l'effecteur, c'est les muscles. Soit tu te dis, encore au-dessus, j'ai un problème au niveau du cerveau. D'accord ? Soit tu te dis, c'est le patient, il est tellement fatigué, il a une condition globale qui est tellement mauvaise, c'est une infection, par exemple. Tu vois, cet arbre diagnostique et cette réflexion-là, c'est le truc qui, moi, me fait plaisir. Et alors pourquoi les urgences? C'est ça qui te fait kiffer, c'est ça qui me fait kiffer. Énigmatique un peu. C'est le fait d'avoir ces choses-là à résoudre. Ça se ressent aussi dans tes consultes, par exemple, parce qu'à chaque fois tu demandes un peu, ok, qu'est-ce qu'il y a, et en fait ça se voit, genre tu sais direct où tu vas, genre on te dit un peu nos syndromes, et derrière, est-ce que du coup il y a ça? Non, ok, d'accord. Alors, il se passe ça quand tu fais ça, machin, et tu sens que tu resserres le truc jusqu'à la fin où tu dis, ok, je te prescris ça. Tu sais que c'est très marrant que tu aies remarqué ce truc-là, parce que quand tu as dit ça, tu resserres, c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai des tiroirs quand je te parle, et je vais avoir des signes qui sont très discriminants. Discriminant, ça veut dire quoi? C'est en gros, si tu n'as pas ce truc-là, je peux quasiment l'éliminer. Et donc, en fait, quand moi je te fais des consultations, alors théoriquement, les téléconsultations, c'est assez compliqué comme exercice, il faut un peu de bouteille, mais en gros, tu vas me dire certaines choses et je vais fermer. Et comme tu as dit le mot-clé, c'est je resserre, et à la fin on arrive au diagnostic. Donc ça, c'est un truc qui me plaît. Et ensuite, la meilleure partie, pourquoi les urgences, c'est parce que ce que j'aime beaucoup, c'est avoir une équipe autour de moi où en gros la principale qualité d'un médecin urgentiste, c'est pas d'être un bon médecin foncièrement, c'est de pas stresser. Or moi, tu fais un arrêt cardiaque, je serais pareil que t'en fasses un ou que t'en fasses pas un. Non, je plaisante. L'idée quand même, c'est de ne pas changer d'attitude. C'est-à-dire que je vais avoir le même comportement que j'ai un patient grave ou patient pas grave, parce qu'en fait, je sais que les gens avec qui je travaille, ils savent faire. Moi, mon travail, c'est juste d'arriver à coordonner les gens et de pas lever la voix. Je lève quasiment jamais la voix, pour le coup. Et ça, c'est le truc qui me plaît le plus. Voilà.
Et à côté, je me suis dit, tiens, on va faire les réseaux. Un sang-froid de fou. Ah bah ouais. C'est que toi, du coup, tous les jours, tu vois des cas extrêmement graves et tu dois rester hyper focus, hyper concentré, hyper... insensible en fait. Exactement. Et tu vois, la partie qui est intéressante, c'est par exemple, tu vois, sur ton tournage, sur le tournage de... Comment ça s'appelle ? Le tournage de, j'allais dire, Perdu en mer. Alors là, on pourra parler aussi des insights de l'expérience que j'avais à l'époque sur mon expérience en mer. Bon, ça, on en parlera après. Si jamais les gars, c'est vrai qu'on pourra faire un petit créneau sur Seul en mer parce qu'il s'est passé pas mal de trucs. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais en fait, par exemple, Seul en mer, moi j'étais stressé. C'est-à-dire pas seulement parce que j'avais le mal de mer. T'avais le mal de mer ? Mais alors... oui, putain, c'est vrai. Tu sais, alors ça, c'est la meilleure partie quand même. Et ça, je tiens juste à le dire. Seul en mer, je prends un médecin qui a le mal de mer. Dans le chat, j'aimerais savoir qui parmi vous aurait fait ce qu'a fait Miguel en voyant le médecin qui débarque, qui se blinde de cachet pour le mal de mer et qui dit, franchement, j'ai jamais mis les pieds sur un bateau. J'ai regardé un tuto YouTube Quand le médecin il dit j'ai regardé un tuto YouTube, t'es en mode ah d'accord, la formation elle est correcte. Ouais, mais vraiment, en plus je l'ai regardé, mais je l'ai regardé en x2, donc ça faisait comme ça, c'était bon. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire, t'apprends ça. Et par contre, tu vois, vu quand même que je suis pas débile, je vais pas me blinder de molécules qui empêchent de vomir parce que tu sais, ça somnole. D'abord, je l'ai testé sur ton équipe de prod. C'est-à-dire que tous les gens qui bossaient avec toi, je leur dis ouais, vous voulez pas essayer le médicament avant parce que je sais que vous avez peut-être le mal de mer. Il y en a qui avaient le mal de mer. Et je leur dis bah vous allez prendre le médicament. Comme ça m'a permis de voir ce que ça faisait sur eux pour voir ce que ça pouvait faire sur moi. Et au pire, si il y a un problème, bon bah je les examinerai. Je les examinerai exactement. Mais c'est une approche pragmatique. Et la chose qui avait de marrante sur ce tournage, c'est qu'en fait, tu avais vraiment des risques. Et je pense que les gens s'en rendent pas compte parce que, en gros, les petits bobos, il n'y en a pas, franchement. C'est-à-dire que moi, soit je suis payé à rien faire, soit je suis payé pour des vrais gros trucs. Et les trucs qui me faisaient peur, c'est qu'en fait, bon, tu avais le risque de déshydratation, ça c'était un risque évident, parce qu'il faut savoir que sur un radeau, tu peux être déshydraté. Mais moi, le truc qui me faisait le plus peur, c'était la nuit. Parce que la nuit, tu n'avais aucune surveillance, que l'eau, elle est très très froide, que c'est un très bon conducteur thermique, et que donc tu avais un vrai risque de te refroidir. Moi, j'avais peur que le matin, avec le drone, qu'à un moment, on voit, tu es en arrêt, quoi, ou tu es mort, ou tu as fait une hypothermie sévère et personne n'a remarqué. Carrément. Donc, la chose, c'est que très souvent, tu avais... C'est le genre de truc, tu me dis avant le tournage, je pense que c'est pas sûr que j'y aille... avec le même courage. Hein. Mais tu sais que c'est pour ça que, quoi que dise l'équipe de prod, parce qu'il ne faut pas les écouter, ils mentent, je tiens juste à le dire. Moi, je restais réveillé toute la nuit pour vérifier si tu étais en vie. Tout le reste de l'équipe de prod va te dire non, Aurel, il dormait, c'était un mytho. Alors peut-être, mais mentalement... Mentalement, okay, Mentalement, je leur ai demandé de rester réveillés au cas où pour vérifier si tu respirais, de faire des coups de drone, etc. pour voir où t'en étais, quoi. Ouais. Et tu te refroidissais pas. Des fois, quand je dormais, j'entendais 4h du matin ou quoi. Enfin, 4h du matin, c'est pleine nuit, vraiment, je suis cuit de fou. Oh, le chien! Et j'entendais Ayayuki! Oh, j'entendais le drone débarquer. Je me disais, qu'est-ce qui se passe là? Laissez-moi dormir. Et ouais, le drone, c'était l'objectif. En fait, c'est que moi, je voulais être sûr que tu respires. Alors, par contre, la partie la moins drôle, c'est que soyons honnêtes, tu fais un arrêt cardiaque sur un radeau. Genre, imaginons, je sais pas, moi, t'as une dénutrition sévère, t'as des troubles du potassium, etc. Tu tapes ton arrêt cardiaque. En vrai, t'es mort. Soyons honnêtes. C'est pour la déco, hein, c'est pour les assurances que je suis là dans ce genre de cas. Moi, je peux m'occuper de l'équipe de production, mais soyons très clairs. Tu fais ton arrêt sur ton radeau, faut te masser. C'est impossible de te masser sur un radeau. Puisque le radeau, tu te souviens, toi, t'as le radeau, sol, il était tout mou. En fait, t'as eu la gerbe. Il était bizarre. J'ai eu la gerbe atroce, alors que de base, j'ai pas forcément le mal de mer. Et tu vois, ce que ça traduit, le fait que justement, comme tu dis, là, t'avais la gerbe parce que le sol était tout mou, ça veut dire que si je te masse, l'intérêt du massage, c'est d'enfoncer la cage thoracique. Ouais. Donc là, le problème, c'est que si le plan, il est mou, en fait, ton massage, il n'est pas efficace. C'est-à-dire que si tu masses, c'est le bateau qui va s'enfoncer. Ouais. Donc, je ne vais pas te masser. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, tu prends le corps, tu le montes sur le Zodiac. Sur le Zodiac, tu files au bateau. Au bateau, tu commences le massage. Donc, ça veut dire qu'il y a une longue période où tu n'es pas du tout massé. Donc, ça touche vraiment beaucoup le cerveau. Ensuite, sur place, il faut arriver à t'évacuer. Enfin, c'était une galère monstrueuse. Et donc, moi, je disais, de toute façon, soit ça va être de la bobologie, soit ça va être certificat de décès. Bon, finalement, ça a été plutôt de la bobologie. Est-ce que tu avais pris un petit certificat de décès au cas où Il y avait un certificat de décès dans le... Tu mens. Si, je te jure, dans la sacoche, ouais, parce que c'est des sacoches de SAMU, il y a un certificat de décès.
Tu vois, j'ai plein de choses. Putain, d'accord. Et tu vois, si on regarde... Ça remet en place le cerveau un petit peu là. Tu vois, d'un coup, tu une petite claque où tu te dis, ah ouais, d'accord, ok. Donc, pour moi, c'était un peu genre une expérience, une vidéo, tout ça. Tu le vis pas pareil, dit comme ça. Et par exemple, tu vois, là, moi les choses qui m'ont marqué, c'est que franchement, tu l'as fait. Et moi, je me suis dit, il se rend pas compte obligatoirement de tous les dangers qu'il y a, c'est-à-dire que de tout ce qui peut se passer. Comme on disait, tu avais l'insolation, tu avais le risque de déshydratation. Tu m'avais un peu briefé au début quand même. Ouais. Donc, je partais en me disant, faut pas que je fasse le con à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je me rendais pas forcément compte parce qu'au final, j'avais genre plein de portions d'eau, j'avais des portions de bouffe et tout. J'ai quasi rien touché. Juste parce que moi et mon ego, j'étais en mode... Pour l'instant, j'ai pas soif, j'ai pas faim, je peux tenir le coup encore plus. Allez, je me prends rien. Et du coup, en vrai, sur les 3 jours, j'ai bu genre... j'ai dû boire ça d'eau au total. Est-ce que ça sur 3 jours. J'ai voulu te ramener un petit souvenir que j'ai gardé précieusement. Oh, mais non. Est-ce que tu parles d'eau? Les survival équipements que j'avais sur les 3 jours seul en verre. Tu parles d'eau. Est-ce que tu veux qu'on fasse un dégustation live quand même? Faut goûter. De l'eau? Mais de l'eau. Mais l'eau, moi je me rappelle qu'elle est très bonne. Ah ouais? Et je me rappelle même qu'elle a un petit goût en fond. Elle a un petit arrière-goût. Votre seigneurie. Allez, c'est parti. On déguste l'eau des 3 jours en mer. Jure, t'as ramené ça? Mais bien sûr. Je suis morte, t'en avais gardé quoi. Moi, je garde des souvenirs. Alors. Magnifique. Déjà, on voit qu'elle a quand même une couleur, hein, soit dit en passant. Je crois que c'est parce qu'il y avait peut-être un fond de lait, ouais. Elles n'ont pas la même couleur. C'est vrai qu'elle est biaisée, moi, mon nez, il y a un fond de lait. Bon, là, normalement, elle n'est pas censée avoir de couleur, franchement. Mais, niveau goût, qu'est-ce que t'en penses, tiens? Franchement. Ah si, quand même. Franchement, elle a un goût de vernis. C'est vrai qu'elle a vraiment un goût. Elle a un goût de vernis, exactement. Je te jure, elle a un goût de... Une texture presque. Genre, elle reste un peu en bouche. Mais pour moi, dedans, ils vont faire quoi? Ils vont mettre beaucoup d'électrolytes, ils vont mettre du sodium, du potassium, parce que le risque que tu as, c'est pas seulement de la déshydratation, c'est de manquer de certains éléments. Et donc, c'est pour ça qu'elle a ce goût de vernis. Et aussi, il faut qu'elle soit capable de tenir, tu vois, dedans. Et par contre, il y a marqué quand même, ils disent ne pas en boire plus de 500 ml par jour. Tu vois, c'est quand même drôle. Ça veut quand même dire que potentiellement, c'est pas que de l'eau et qu'en gros, l'objectif, c'est que tu as à peu près des apports journaliers cohérents. Parce que normalement, de l'eau, c'est 1,5 litre. Ouais. Alors que là, ça dit ne pas en boire plus de 500 ml. Ah ouais, d'accord. Oui, donc c'est de l'eau un peu... c'est de l'eau de survie, en fait. Parce que genre, ils mettent tous les trucs nécessaires dedans pour tenir le rythme. Ouais, mais parce que tu vois, en fait, c'est assez marrant, la machine du corps. C'est qu'en gros, tu as des apports, tu as des besoins. Et par exemple, quand tu vas être en période de grande privation, tu vois, genre, toi, c'est ce que tu as fait, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça. C'est juste que c'était extrême. Genre Koh-Lanta, tu vois, les gens, ils sont privés très très longtemps. Et quand ils reviennent, je sais pas si t'es au courant, mais on leur dit, il faut pas bouffer comme un gros porc. Faut vraiment y aller mollo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ça. Et petite anecdote, puisqu'on a une histoire historique. On a une histoire qui est arrivée réellement et qui a concerné pas mal de gens. Et en plus, je crois que c'était... Alors, cette histoire-là, je l'ai pas préparée. C'était à côté de La Rochelle, justement. Il y a une citadelle, et cette citadelle, je parle pas du Fort Boyard, il y a une citadelle où en gros, faut savoir que c'était un port anglais de souvenirs, hein, c'était les Anglais, donc les Français veulent récupérer le port. C'est une fausse plante, pourquoi tu manges les feuilles? Oh, c'est pas une vraie, si? Ah, si, c'est une vraie. Putain, c'est une vraie plante. Et, d'accord, c'est pour ça qu'elle bouffe les feuilles. Et en gros, il faut savoir que cette citadelle, elle se fait assiéger par les Français pour la récupérer. Ok. Et donc, première ah oui, donc c'est vraiment à l'époque, quoi. Ouais, c'est à l'époque, on est au Moyen-Âge. Et il faut savoir que, donc là, à ce moment-là, les gens, ils meurent de quoi, d'après toi? Les citadelles, ça se fait assiéger, ils meurent déjà bataille. Ouais, bon. Du coup. Mais imagine, ils restent de faim, exactement. Donc au début, ils meurent de dénutrition. Ensuite, le siège est rompu. Les portes s'ouvrent, ils mangeaient même les rats, ils mangeaient plein de trucs tellement il y avait de la dénutrition là-bas. Parce qu'ils sont restés longtemps assiégés. Et ils sont restés très longtemps assiégés. Et derrière, dès qu'on ouvre les portes, il y a eu des morts. Pourquoi il y a eu des morts dès qu'on a ouvert les portes et qu'ils se sont remis à bouffer? Est-ce que dans le chat, vous avez la réponse? Est-ce que vous savez? Ils mangeaient... Et ça a un nom en plus, ce truc. Ils ont voulu trop manger d'un coup. Un peu comme les animaux, ils ont ce phénomène-là, je crois, c'est que ils veulent tellement tout le temps manger, ils n'ont pas le truc de satiété. Et du coup, ils mangent trop et à un moment...
Alors, ça aurait pu être un truc mécanique, parce que là, ce que tu décris, c'est plus en mode je veux tellement bouffer que mon estomac y pète, mais il n'y a même pas besoin. En fait, ton corps, il va être tellement dénutri, il va avoir tellement de problèmes que lorsque tu vas lui donner des nutriments, il va les absorber d'un coup et ça va faire des déséquilibres. Et ça... Leur corps n'est plus habitué, choc de nutriments. Exactement, ça s'appelle... Alors, ils sont très bons parce que ça a un nom en médecine, ça s'appelle le syndrome de renutrition inappropriée. Et par exemple, et donc, t'as eu, je crois, 30 000 morts dû à ça. Et parce qu'en fait, ils ont bouffé très vite, beaucoup, parce que tu vois, d'un coup, t'es privé, tu récupères, t'arrives à manger, etc. Alors potentiellement, sur tous ces morts, on pense qu'il y avait évidemment des maladies, etc. Mais il y avait cette partie-là de syndrome de renutrition inappropriée. Et il faut savoir que ce truc-là, par exemple pour les patients... C'est se priver de manger trop longtemps. Et en fait, d'un coup, on te remet à manger, ton corps, il n'est pas capable de réguler autant d'apports, donc il va absorber, ça va faire des déséquilibres, principalement sur certains ions. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu... En fait, c'était sur certains ions qui sont responsables, en gros, qui vont beaucoup jouer sur la contraction du cœur. D'accord ? Exemple, le potassium. Les problèmes du potassium, c'est horrible. C'est vraiment une urgence en médecine. Et en fait, le cœur, d'un coup, il va déconner. Là, ce serait plutôt sur une hyperkaliémie. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ton cœur, il va se mettre à battre très, très vite, comme dans les films. Et c'est plus des contractions qui sont pertinentes et rentables. Et donc, en fait, ça devient un arrêt cardiaque et tu risques de mourir. Ça, c'est les choses que tu peux retrouver. Wow. Et il faut savoir qu'à chaque fois que je parle avec toi, ça me met une pression parce que tu dis ce genre de choses et tu te rappelles que sous ça, là, il y a un petit cœur fragile. Il y a quelqu'un, il y a une âme. Il y a un petit cœur fragile. Genre, tu sais, tu parles du cœur en mode il se met à battre plus vite et tu dis putain, bordel, ça peut aller tellement vite. Genre là, c'est juste les mecs ont trop mangé. Le cœur n'est plus habitué et en fait, c'est tout ce que tu apportes comme nutriments, ça peut faire des troubles ioniques. Et en fait, même en réanimation, tu vois, par exemple, les patients en réanimation qui vont être intubés, ventilés, tu vois, en fait, ils ont des apports extrêmement minimes. Quand ils commencent à récupérer conscience, tu vois, par exemple, les patients qu'on a eu pendant le Covid, etc., qui sont intubés pendant longtemps, en fait, on fait hyper attention quand on les renutrit. Tu as des diététiciennes, on fait des calculs très scientifiques pour savoir exactement combien on leur met, pour les renutrir assez doucement, parce que sinon tu t'exposes au fait, le lendemain tu fais une prise de sang, tu comprends pas, il a des troubles ioniques énormes parce que tu as déconné. Donc, tu vois, et la chose, et c'est assez drôle parce que finalement, donc même l'après-survie, il fait encore partir un peu du côté survie. Tu vois, et c'est pour ça que moi, pour être honnête, j'avais pas de données sur qu'est-ce qu'on fait sur 48 heures de privation totale. Tu vois, 48 heures de privation totale, il y a pas mal de gens qui le font, que ce soit pour des fêtes religieuses ou autres, ils arrivent à 24 heures, etc. Donc on a un peu de recul. Mais tu vois, je me suis dit, imaginons que notre cher Miguel, il s'amuse à pousser à 72 heures ou 96 heures, avec juste un peu d'eau, etc., avec une privation quasi totale. En gros, il va plus loin que les conditions d'un Koh-Lanta, mais moins longtemps. Et je me suis dit, est-ce qu'il va falloir que quand il remonte sur le bateau, il va falloir que je fasse gaffe à comment le renutrir ? Parce que c'est aigu, mais c'est une privation intense. Tu vois, alors qu'il y a beaucoup d'écrits sur les privations chroniques est forte, mais sur c'est du ultra intense 4 jours, j'aurais pas su répondre. Donc, t'aurais été mon sujet d'expérimentation. Donc, au moins, j'aurais pu faire une publication. Si jamais j'avais été mort, j'aurais su comment régler les prochains. Et j'aurais fait une publi. Tu vois, j'aurais fait, Miguel est mort, mais quand même, il a vachement servi. J'aurais mis ça sur ton compte Insta, du coup. Ouais, j'aurais fait une publication Petite expérience. J'aurais fait une publication Insta et je pense que pour une fois, tu serais bien. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux te menacer en mode tant que tu me follow pas? Non, lâche ma tête. Je ne te followerai pas, d'accord? Jamais? Jamais. Dis donc, Pinaise, tu sais quoi? Je vais te unfollow. Tu vas plus avoir Dr. Gage dans tes followers. T'as 10 ans, c'est quoi cette menace? Je vais te unfollow. Aïe, aïe, aïe. Parmi les 4, je sais plus combien de millions d'abonnés, c'est vrai que ça va être dur là à vivre, à supporter. Ouais, tu vois, et moi mes 200 abonnés. Moi aussi mes abonnés ils vont tu vas voir, mais moi je vais demander à mes abonnés de te boycott. On va pas parler de mon nombre d'abonnés, c'est pas le sujet. Mais je vais demander à tous mes abonnés de te boycott, tu vas voir, ça va te faire mal quand tu vas avoir moins 2 abonnés. C'est pas cool, franchement, c'est pas cool. Ouais, j'avoue. Bon allez, OK, on se met d'accord. Allez, vas-y, on fait la paix. Vas-y, je te follow, tu me follow. Calme-toi. Je te propose un truc. Pour changer un peu de sujet par rapport à moi, aux vidéos, etc. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là ? Que je suis urgentiste, ça doit faire 6 ans. Ça fait déjà 6 ans quand même, ça commence à faire. Que je fais des urgences, du SAMU. Donc ça veut dire en gros, je vais faire les urgences à l'hôpital et les urgences à l'extérieur de l'hôpital. Okay. Et derrière, je peux faire de la médecine événementielle, ce que j'ai pu faire avec toi, par exemple, sur des plateaux de tournage ou autres. Où là, dans ce cas-là, ça va être des conditions plus compliquées. Ça paraît assez simple, mais en fait, le problème, c'est que t'as
t'as pas tout le plateau technique que tu as dans un hôpital. Genre, exemple, quelqu'un qui tape un infarctus. Tu as un infarctus, tu as une artère du cœur qui se bouche et puis faut la déboucher. Et dans des conditions en dehors de l'hôpital, tu n'as pas de quoi déboucher le cœur. Tu vas devoir, et ça dépend si tu as ou tu n'as pas, tu vas devoir dans ce cas-là mettre... ça s'appelle une thrombolyse, mais en gros, tu vas mettre du D-stop dans les veines. En gros, une molécule qui va bien faire fondre. Du D-stop dans les veines. Et comme ça, c'est visuel, tu vois. Allez, on va déboucher tout ça. On va déboucher les artères, mais tu vois, il y a des risques derrière. Tu t'exposes à des risques de saignement dans le cerveau, etc. Donc, c'est assez dur. Tu vois, et par exemple, moi, je t'ai ramené pour le fun une mallette que tu peux voir. Tu vois, une mallette de médecin. Ok, ah ouais, d'accord. Bordel. On va dire un peu de médecin qui fait de l'événementiel. Donc ça, c'est ta mallette de sortie, quoi. Pas de SAMU. Ça, c'est le SAMU. En gros, le SAMU, moi, je gère que les trucs très... Est-ce que le plan est bon? Ouais, le plan est bon. Non, le plan est pas bon du tout. C'est pas grave. Et donc, en gros, ça, c'est la mallette que je vais utiliser quand tu vas avoir, on va dire, des problèmes événementiels. Au SAMU, moi, mon objectif, c'est que de régler les problèmes graves. Sauf que la chose qui est très drôle, c'est que moi, je me suis rendu compte sur un plateau avec l'expérience qu'en fait, il faut régler les problèmes de tous les jours. Ouais. Tu vois? Donc, si tu l'ouvres, il y a des choses que tu vas reconnaître de tous les jours. Mais en fait, c'est ça ce que tu as comme plateau. Il faut savoir que les plateaux, c'est des milieux, en vrai. Et ça, pour les viewers, vous allez voir, c'est hyper marrant. En fait, les plateaux, c'est un vase clos. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui restent ensemble très longtemps. Donc, il faut répondre à des problématiques de personnes qui restent très longtemps. Ok. Tu vois, genre donc ça, là, quand tu bouges, tu as toujours ça. Pourquoi il y a des tests de grossesse? D'après toi? Pourquoi il y aurait des tests de grossesse? Tu vois, c'est con, hein. Première page, tu vois, on peut s'arrêter. Pourquoi il y a des tests de grossesse sur un plateau? Genre si sur le plateau de tournage, quelqu'un fait un malaise et tout, et en fait, c'est juste... Ah mais non, c'est plutôt parce que, tu vois, tu peux avoir des questions sur des plateaux. Exemple, si t'es médecin sur... on va prendre un tournage à la con. Si t'es médecin sur les apprentis aventuriers ou autres, tu vois, tu peux avoir des gens... Les gens, ils restent ensemble très, très longtemps. Je parle de l'équipe de prod et t'as des accidents qui peuvent arriver ou des choses où faut pas être capable de répondre aux questions. Donc tu vois, je vais avoir si on est vraiment là-dessus, je vais avoir là c'est vraiment en mode aventure. Ouais, mais c'est en mode. Et il n'y a pas forcément de pharmacie pour aller en acheter. Ah non, donc tu les as toujours avec toi. Je les ai toujours avec toi. Je vais avoir du test de grossesse. Je peux même avoir la pilule du lendemain. Tu vois, ça c'est pour les problèmes assez rigolos. Les infections urinaires, tout type d'infections, les problèmes de peau. Tu vois, par exemple pour un tournage, comment je fais si tu as un spot pour le régler. En fait, le truc c'est que tu n'as pas les mêmes problématiques quand tu es médecin événementiel que quand tu es médecin de SAMU. Et tu n'as pas non plus les mêmes problématiques quand tu es médecin événementiel sportif. Par exemple, médecin événementiel sportif, je vais pas te mentir, je ramène pas de test de grossesse. Tu vois, je ramène pas de choses. Mais tu vois, là, j'ai plein d'accessoires. Qu'est-ce que j'ai par exemple là, le problème rigolo. Le chat est choqué par le problème rigolo. Les amis, il faut savoir que les choses qui font rire le Dr Gage, ce n'est pas les mêmes choses qui nous font rire nous au quotidien. C'est vrai que quand j'en parle, parfois je peux passer pour quelqu'un de très détaillé. En fait, pour moi, rigolo, c'est comme le mot schtroumpf. Ça veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire ah, c'est intéressant. Donc ouais, il y a beaucoup de choses rigolotes. Et ça, par exemple, tu vois, ça c'est typiquement un ciseau de SAMU. On dirait un couteau suisse. Ça, c'est un ciseau de SAMU, très pratique. Ça. Un ciseau de SAMU. Mais après, c'est un ciseau couteau suisse un peu. Tu vas voir, ça permet. Tu peux même couper un pare-brise avec ça. Oh là, et la classe quoi, il est. Ouais, moi je l'ai fait. Il est signé Dr Gage, beau gosse. Tu vois, en gros, tu peux péter une vitre avec. Derrière, t'as le. Ah là. Ouais, exactement. Ça pète une vitre. Ça pète une vitre. Tu peux faire aussi. Alors ça, c'est en théorie pour les bouteilles d'oxygène américaines, mais c'est pas le sujet. T'as l'équivalent d'un décapsuleur pour les bouteilles américaines. Et là. Super intéressant. Et l'autre chose que t'as d'assez rigolote avec ce truc-là, par exemple, tu vois, imagine, t'interviens sur un accident de la voie publique et qu'il faut déceinturer les gens, t'as ça, tu vois, parce que enlever une ceinture, c'est très compliqué. Ah, genre ceinture en voiture. Ouais, une ceinture en voiture, ça fait que tu passes ta ceinture dedans. Ici, c'est très coupant et tu tires et ça la permet de la déboîter. T'as plein de choses comme ça. C'est con, hein, mais en fait, on se rend pas compte que. C'est ouf. Du coup, là, ce petit truc-là, il passe dans le sac. T'as plein de petits gadgets comme ça et. Plein de gadgets, tu vois, c'est bête, mais par exemple, tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Hein, mais tu fais ça, par exemple, tu vois, moi, je sais que. Quand tu vois un médecin de SAMU ou un médecin qui a un peu d'expérience, il sait qu'il faut qu'il ait un truc comme ça. Une lampe frontale? Mais pourquoi d'après toi? Est-ce que tu es capable de savoir? Est-ce que dans le chat, vous savez pourquoi quand vous avez... Il faut intervenir la nuit et... Exactement, en fait, pour voir les veines et tout. Et même sur un tournage, en fait, tu vois très mal. On va éviter de mettre ça dans la caméra, mais par exemple, tu vois... Donne-moi ton bras, s'il te plaît.
Voilà, vous voyez, donc bon, tu as de la chance, toi tu es plutôt bien veineux. Hop, monte le dos de ta main. Veineux. Vous voyez, regardez, je ne sais pas si on voit bien. Là, ouais, on va peut-être voir un petit peu. Donc c'est très compliqué de voir, alors que quand on a la lumière, on voit à l'endroit où on est, d'accord ? Okay. Et c'est très pratique ce genre de choses. Et c'est en fait finalement. C'est une bonne chose d'être bien veineux. En vrai, c'est très pratique parce que ça fait qu'on ne sera pas 12 à te reperfuser, parce que je peux dire que c'est pas très agréable. Juste, j'ai éteint mon truc parce que sinon ça va me saouler. C'est bon. Pourquoi il veut pas ? N'hésite pas, hein, si jamais tu veux grignoter un truc, certes. Ah, mais ouais, mais moi je voulais. C'est là pour ça. Moi, On a un petit plateau de fruits, petit pain au chocolat, croissant, on a des petites chouquettes. Ça, je sais. C'est quoi, la petite chouquette. C'est du miel, je pense. Alors, soit dit en passant, miel en antiseptique, c'est une bêtise. Hein. Il y a une légende comme quoi le miel. C'est quoi antiseptique déjà ? Antiseptique, c'est pour désinfecter. T'as des gens qui mettent ça sur les plaies. Le miel sur les plaies ? Il y a des gens qui font ça dans le chat et ça c'est une bêtise du coup. Une bêtise. Mais ok. Est-ce que je connaissais pas moi. D'ailleurs, tu connais ou pas l'histoire de l'urine au goût de miel ? Tu connais pas ? L'urine au goût de miel. Alors, moi je sais juste plusieurs choses. Je sais pas si tu as une explication à ça, mais il y a certaines personnes qui ont des transpirations odorantes, mais genre qui sentent quelque chose. Genre. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans le chat, mais il y a des gens quand ils transpirent, je sais pas, ça peut sentir. Je peux dire qu'ils sentent mauvais, hein, t'inquiète. Non, ça sent genre ça sent la weed. Ah, alors souvent, probablement d'abord la première. Tu vois, moi, quand t'entends galoper, tu penses quoi comme animal ? Quand j'entends quoi ? Galoper ? Ouais, quand t'entends galoper, tu penses quoi comme animal ? Cheval. Ouais, bah tu penses pas licorne. Je t'avoue, quelqu'un qui a une transpi qui sent la weed, d'abord, je me dis qu'il fume de la weed. D'accord, ok. On va quand même. Genre l'oignon. Tu vois ? Par contre, la chose qui est vraie. Par exemple. J'ai une transpiration qui sent un peu l'oignon. Et bah tu vois, ça par exemple, ce qui va jouer sur la transpiration, ça va être l'alimentation principalement. Donc je mange trop d'oignons. Et donc, alors ça, je peux pas te dire si c'est l'oignon qui est responsable de l'oignon. Par contre, tu penses que je peux mentir en live et que les gens y vérifient ou pas ? Parce que sinon, je peux dire oui, comme ça fait genre je connais le sujet de la transpiration. Moi, je préfère qu'on soit honnête. Bah, je suis pas transpirologue, donc je sais pas. Voilà, désolé. Dommage. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que oui, le phénomène de transpiration, il va varier selon les gens, que en fait, quasiment sur toute ta surface de la peau, et ben en fait, t'as de quoi transpirer, et que finalement, en fait, c'est qu'une toute petite partie de la peau ce que t'as sous les aisselles. D'ailleurs, on m'a posé une question il n'y a pas longtemps intéressante. Okay. Je sais pas si tu as déjà posé la question, c'est les tatouages et transpiration. Est-ce que ça gêne ? Je fais la pub de mon Insta. Je n'ai jamais trop posé la question, mais c'est vrai que je capte. Non, mais en vrai, je fais en même temps un peu la pub de mon Insta, puisque sur mon Insta, il y a la réponse. Il va falloir lâcher ton Insta. Ah, ouf. Ça fait 8 fois que tu le cales, ton Insta. 4. Et en gros, transpiration. Je vais tenter. Le passer le plus longtemps, le plus de fois possible en 1h30. Non, mais j'oserais pas dire à Dr Gage, allez-y, suivez-moi, abonnez-vous. Et je suis pas un mec comme ça. Et donc, la transpiration, en gros, t'as des personnes qui se posent la question de est-ce que oui ou non, la transpiration sur les zones de tatouage, est-ce que ça joue ? Et en fait, ils ont fait une publication dans le Journal Applied of Physiology où ils se sont intéressés, alors c'est un modèle avec peu de sujets, ils se sont intéressés à regarder la peau, ils ont vu que sur les zones tatouées, tu transpirais moins. Et que c'était une transpiration qui était beaucoup, beaucoup plus salée. Ça ne veut pas dire que ça fait des déséquilibres, puisque c'est trop localisé, parce que les autres zones qui ne sont pas tatouées vont transpirer normalement. Mais en théorie, et d'ailleurs dans le chat, s'il y en a parmi vous qui sont tatoués, n'hésitez pas à le dire, si vous transpirez toujours autant sur les zones tatouées, ou est-ce que vous avez remarqué une différence ? Surtout qu'en plus, généralement, on fait un côté et pas l'autre, alors au début. Et, donc vous pouvez comparer par exemple un côté où vous êtes fait tatouer et l'autre côté, et vous n'hésitez pas à nous dire si ce qu'il y avait écrit dans ce journal Applied of Physiology, est-ce que c'est vrai ou pas. Donc normalement ouais, ça fait des équilibres. Quelqu'un qui est tatoué genre partout. Eh ben, c'est une très bonne question parce qu'ils n'ont pas recruté dans l'étude quelqu'un qui était tatoué de la tête aux pieds alors qu'il y en a qui existent, et de voir justement s'il y avait une altération de la transpiration. Mais tu pourrais faire des publications, tu vois, t'as l'esprit scientifique, you can do it. Mais j'ai l'esprit scientifique de fou. Mais en fait moi il y a une curiosité. Et c'est pour ça que j'aime trop parler avec toi, c'est que tu vas raconter des trucs où à chaque fois je me dis ah ouais, ok, j'avais pas pensé à ça, etc. Et en vrai c'est tout le temps trop intéressant. Mais justement, est-ce que toi il y a des anecdotes assez, je sais pas, what the fuck, assez folles, ou même une anecdote où juste t'as appris un truc avec tes plus de 6 ans de médecin urgentiste de métier, des trucs vraiment qui t'ont marqué que tu peux raconter ? Alors, si moi je peux vous raconter, moi j'aime bien raconter comment j'ai appris, c'est-à-dire tu vois les premiers patients, les trucs un peu chauds. Premier patient que j'ai, donc là je suis premier semestre d'urgence et je suis premier semestre aux urgences, et là à ce moment-là j'ai une patiente qui arrive, une patiente assez jeune, je me souviens encore, et là elle
elle convulse. T'as l'impression qu'elle convulse. Tu vois, elle a les mains, les pieds qui tremblent, tout qui tremble. Elle fait « je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien ». Et je sais pas, mon chef, c'est mon chef de l'époque, d'ailleurs je trouve que c'est un très bon urgentiste, et il me dit franchement Aurel, tu peux t'en occuper. Et donc là, tu vois, on l'installe dans un box classique, je comprends pas, tu vois, je me dis putain, elle est gravissime cette patiente, c'est pas possible, tu vois. Et donc je vais la voir et tout, et donc là, la vérité, j'ai paniqué. Vraiment, j'ai paniqué parce que je vois une patiente qui hurle de douleur, qui, pour moi, elle convulse. Ouais. Et là, t'as mon chef, il est détendu, tu vois. Il me dit, OK, est-ce que tu peux... Et je me souviens, je suis vraiment très, très stressé. Comme toi, tu verrais quelqu'un de grave. Je suis en mode, elle trempe des mains. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment qu'est-ce que je dois faire et tout. Et je me souviens, mon chef, il me regarde et me dit, bon, ouais, décris-moi les symptômes et dis-moi tes suppositions. Tu vois, ton arbre diagnostique. J'adorais ce chef. Et parce qu'il était un peu taré comme moi dans le côté où tu sais vraiment t'as l'impression qu'il s'en fiche alors que pas du tout. Et donc à ce moment-là je commence à lui dire, je dis bah voilà, moi je pars sur une épilepsie, une crise d'épilepsie. Et là il me regarde, il me dit t'as déjà vu un mec qui fait une épilepsie et qui parle en même temps? Et là tu sais je bug. Je me dis, parce que tu viens de me dire, c'est une crise convulsive généralisée. En gros, l'épilepsie, il faut savoir que... Alors, tu as des syndromes très rares. En plus, j'en ai déjà eu des patients comme ça. Mais en théorie, quand tu fais une crise convulsive, tu peux pas parler. Tu peux pas dire, je vais pas bien, etc. Et là, c'était une crise d'épilepsie ou Non, ça n'était pas une. C'était une simulatrice. C'était une patiente qui simulait, tu vois. Mais j'étais tellement angoissé, de voir quelqu'un de grave et tout, et de pas pouvoir. Et donc, tu vois, il m'avait dit de fermer la porte et de la laisser. Et au bout de 30 secondes, d'un coup, tu l'entendais plus hurler. Et en fait, t'apprenais que bah oui, il y avait eu un clash avec le père, que ça allait pas, etc. Et qu'en fait, c'est une façon d'exprimer son mal-être. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui veut emmerder le monde, c'est pas le sujet. C'est que sa façon d'exprimer son mal-être, c'était une façon, c'était ça. Mais ça n'avait rien d'organique. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça où c'est probablement la patiente qui m'a fait comprendre, alors que c'était pas grave, qui m'a fait comprendre qu'il faut tout le temps rester calme et que c'est ce qu'on te demande en fait en tant qu'urgentiste. On ne demande pas vraiment de savoir faire, on te demande de rester calme et d'analyser. Et à la fin d'arriver à faire une décision. D'ailleurs, tiens, petite question. Quand j'ai un arrêt cardiaque, est-ce que tu penses que je masse? C'est-à-dire massage Imagine, cardiaque. est-ce que tu penses que là, il y a un arrêt cardiaque, ici? Est-ce que tu penses que je vais masser le patient? Alors moi, j'ai appris un truc sur le massage cardiaque. Vas-y. C'est que c'est dangereux. Non. Alors ça, c'est faux. Faux, totalement faux. Alors vraiment, okay. Genre, attends, moi on m'a toujours dit le massage cardiaque c'est genre vraiment en dernier recours. Non. Alors parce que ça peut faut briser, fracturer des côtes, on s'en fout. J'ai même envie de te dire, tu vois, les pompiers ils s'amusent à dire moi je vais casser 5 côtes. Je rigole à peine, mais c'est même pour dire que par exemple les pompiers qui font des massages de très bonne qualité, on s'en fout. Alors là je redis, et là c'est le médecin urgentiste qui parle. Vraiment, il faut pas avoir peur de masser. Franchement, tu masses avec tes mains, tu masses avec ton boule, tu masses avec ton yep, je m'en fous. Mais tu masses. Okay. Tu vois, si vous avez sauté la formation secouriste, je vous déconseille de l'avoir fait. Mais si vous avez sauté, en fait, nous, en SAMU, il y a une phrase qu'on dit, c'est un mort jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de pire que la mort? Rien. Donc, dans le pire des cas, tu vas lui briser une ou deux côtes. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Sauve-lui la vie et n'hésite pas à le masser. Tu vois, on s'en fout. Masse-le, franchement. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des situations comme ça où les gens n'osaient pas masser. Et tu vois, tu passes du temps, tu leur dis mettez les mains. Je m'en fous. Fais quelque chose, t'appuies sur le thorax. Tu vois. Et d'ailleurs, ça, ce serait super intéressant pour un prochain sujet, c'est de montrer justement comment on masse avec un mannequin, même de faire des tournois. Et en vrai, c'est hyper important. Et c'est important que les gens se renseignent par rapport à ça, parce que en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Demain, au quotidien, de rencontrer quelqu'un qui fait un arrêt, je sais pas. Un arrêt cardiaque, comment on fait? Et surtout de dédramatiser, de désacraliser le geste. La personne qui sauve une vie, c'est pas le médecin, c'est la personne qui masse. Moi, je vais regarder, en fait, on attend que le cœur y reparte, en gros. Il y a des causes de massage, il y a des causes d'arrêt cardiaque, des causes qui sont, entre guillemets, réversibles. Ouais. Mais la personne qui sauve le patient, c'est celui qui masse. Et moi, je suis très content de dire, bah, tu vois, Miguel, il a sauvé une vie parce qu'il a massé. Et pas parce qu'il se dit, putain, merde, je lui ai fracturé une côte, ça fait que quand il va rigoler, il aura mal. On s'en fout que tu lui aies fracturé une côte. Au contraire, je dirais, bah, c'est bien, t'as bien appuyé, t'as fait des massages qui faisaient plus de 5 cm de profondeur, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est ça l'objectif, vraiment. Il faut masser, n'hésitez pas à vous former. Et franchement, si vous avez un arrêt cardiaque, paniquez pas de toute façon. C'est comme ça aussi. C'est horrible, hein. Mais je pense que la meilleure approche, c'est de se dire que sans toi, le patient ne ferait qu'aller moins bien. Donc, ça veut dire que tout ce que tu vas faire ne peut que être positif. Et à partir de ce moment-là, je te promets qu'il y a une dimension de stress qui sort de la tête. Tu vois, c'est comme ça que ça s'est passé et c'est comme ça même que j'ai toujours abordé la médecine avec les urgences. C'est sans moi, ça ne peut que aller moins bien. Avec moi, de toute façon, et je ne veux pas être délétère. C'est-à-dire dans le pire des cas, bon bah tant pis, ça n'a pas marché. Ouais. Et comme quand tu abordes ça, tu te permets d'essayer des choses. Ok.
J'ai l'impression que ça t'a... Ouais, non, mais je savais pas. Et en vrai, je te jure, moi, je pensais que c'était pas bien, au contraire. Donc non, franchement... recours. Franchement, faut pas voir ça comme un ultime recours. C'est dès que vous avez un patient qui respire pas, d'accord, un patient qui n'est pas conscient ou qui ne respire pas, c'est facile. Hein. Un patient qui n'est pas conscient et qui ne respire pas. À partir du moment où il est conscient, il respire. Hein. C'est pas possible. En vrai, bon après ça peut se confondre avec des gaspes mais bref, un patient globalement, si on simplifie, un patient qui n'est pas conscient. Un patient qui ne respire pas n'est pas conscient. Donc si le mec est conscient et qu'il parle, il respire. Pas besoin de faire tu respires. Et ça va, il parle. Pour parler, il faut expirer. Donc il respire. Par contre, un patient qui ne respire pas, il est en arrêt cardiaque. D'accord ? Il faut savoir que tu tolères très très mal l'asphyxie. C'est-à-dire que même en vrai, tu me dis oui, mais si on a pris son pouls, déjà prendre le pouls, c'est compliqué. Il faut savoir prendre le pouls carotidien, il faut savoir prendre le pouls fémoral. C'est pas si simple que ça. Un patient qui respire pas, il va passer en arrêt cardiaque dans les minutes. Donc on s'en fout. Masse-le franchement. Voilà. Bon, je parle pas de lui masser les épaules. Si tu as envie, tu peux, mais d'abord masse-lui le cœur. Tu vois, déjà, dans un premier temps. Après, vous ferez connaissance. Le chat, n'hésitez pas à poser des questions aussi. Hein, si vous avez des questions dans le chat ou quoi que ce soit, profitez-en. Mais du coup, justement, on parlait des arrêts cardiaques. Ouais. Tu m'as posé la question, est-ce que, selon moi, tu le masses ? Ouais, est-ce que moi, je le masse là ? Du coup, au vu de ce que tu m'as dit, je dirais oui. Non. En pratique, moi, mon travail, c'est pas Alors évidemment, je suis tout seul, je vais masser la personne. Mais la première chose que je vais faire, s'il y a un massage ici, je vais prendre 2 personnes par le bras, toi et puis quelqu'un d'autre. Mais je vais prendre 2 personnes et je vais leur demander de masser l'un après l'autre, d'accord ? Et je vais leur montrer comment faire. Comme ça, moi, derrière, je peux appeler le SAMU, je peux briefer, évaluer les facteurs de risque et réfléchir à la cause du massage cardiaque. Parce que le massage cardiaque, c'est hyper fatigant. Hein. Okay. C'est-à-dire que moi, je vais gérer l'équipe, je vais dire aux gens de se relayer. C'est tellement fatigant que, vas-y, occupez-vous-en, moi j'appelle. Occupez-vous-en, oui, c'est exactement ça. C'est un job de paresseux, médecin. C'est un job de paresseux. Moi, à la base, j'ai fait ça parce que je voulais être paresseux. Je voulais rester dans un coin et faire mon sudoku. Tu vois, par exemple, je suis devenu super fort en sudoku sur tes tournages. Les gars, vraiment, fais attention parce que là, le problème, c'est que les gens commencent à te connaître. Ouais. Et le moment où ils vont arriver aux urgences et qu'ils vont te voir arriver, ils vont dire, s'il vous plaît, changez-moi de médecin. Après, moi, ça me va, tu sais, aux urgences, moins je vois de patients parce que je suis pas payé plus si je vois plus de patients. Au contraire, moi, je me souviens, la dernière fois, il y a une patiente qui me dit « Oh, docteur, vraiment, vous étiez bien, vous m'avez bien expliqué, peut-être que je mens, hein, peut-être que c'était pour quelqu'un d'autre, mais non, en vrai, elle me dit, voilà, vous étiez très bien. Je vais mettre un avis sur Google Maps 5 étoiles sur mes urgences. » Je lui dis « Alors, si vous m'appréciez, je vous en supplie, mettez 1 étoile et mettez fuyer cet hôpital. » Parce que tu as envie que d'une chose aux urgences, c'est que tu as déjà trop de patients, c'est que tu n'as pas envie d'avoir plus de patients. Un hôpital, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, ouais. Franchement. Mieux. Ne venez pas aux urgences si vous avez une autre solution. Franchement, il y a plein de choses à faire, plein de choses dont on pourrait parler sur les urgences. Je sais pas si tu veux une anecdote d'un truc. Par exemple, tu vois, un truc qui m'est arrivé hier d'assez intéressant. J'ai une patiente qui vient pour un saignement. Hier. Ouais, hier. Okay. Tu sais que je travaille, hein, en vrai, ça m'arrive. Franchement, entre deux appels de toi, ça m'arrive de travailler. Je comprends. Et tu vois, dans les personnes qui viennent pas du tout pour des urgences, c'est, tu vois, la personne, elle vient, elle me dit, j'ai saigné du nez la veille et je viens parce que je suis inquiète. Donc, moi, je le dis, j'ai aucun problème quand tu viens aux urgences parce que tu es anxieux. Tu vois, par exemple, ça m'arrive de répondre à des coups de téléphone, même de toi, sur une anxiété en mode « je suis inquiet, qu'est-ce que t'en penses ?» C'est normal, t'es pas médecin et ça permet de justifier quand même. Moi, je me sens bien niveau égo, je me dis « oh là là, j'ai pu répondre, lui dire que c'était éclaté au sol. » Mais par contre, la personne qui vient pour un saignement de nez qui a commencé la veille le lendemain, c'est-à-dire qu'elle a attendu le lendemain matin pour se réveiller en mode ouais, « bon, ça attendra demain quand même que j'aille. » Bah non, en fait, si t'as été capable d'attendre le lendemain pour un épisode qui est passé révolu et que tu veux juste un avis médical, c'est pas des urgences. Tu viendrais alors que tu viens de saigner du nez, tu fonces aux urgences, ce saignement il est plus là et t'es inquiet ou inquiète, bah je comprends. Franchement, c'est mon travail de te dire, bah j'ai pas de critères de gravité, c'est pas choquant. Mais l'inverse, par contre, à l'inverse, si tu me dis, ouais, je suis venu histoire de, parce que la veille j'ai eu ça, bah non, en fait c'est pas ça les urgences. Donc tu vas attendre 8 heures, je te préviens, et puis ça se passera comme ça. Et parce que derrière, moi, je peux avoir plusieurs patients graves en même temps. Mais c'est drôle parce que là, ça m'a fait penser à une question. C'est que, par exemple, comment tu conseillerais de réagir Je prends le cas de moi et Elsa, parce que ça nous arrive souvent d'avoir ce débat et on est hyper différents là-dessus. Moi, je suis très... en vrai, genre, je sais pas, je tombe malade ou quoi que ce soit, je me sens pas bien, ça doit pas être grand chose, ça va passer. Genre, par exemple, saignement de nez, ouais, bon, non, ça va passer, là, je vais bien, on s'en fiche. Alors que Elsa va plus être en mode, non, quand même, appelle, consulte, machin, vérifie, on sait jamais, ça peut être un truc, machin. Et elle va peut-être trop psychoter, là où moi,
Au contraire, je suis en mode. Alors, les couilles. Moi, j'aurais tendance à dire que le comportement d'Elsa est pas mal parce que généralement, les gens comme Elsa, ils ont une bonne prise en charge dans le sens où ils sont suivis constamment. Et donc, ça fait qu'ils viennent pas au moment où c'est trop tard. Tu vois, tu as des patients, typiquement, en général, c'est plutôt des hommes d'une soixantaine d'années. Ils viennent, quand tu les vois aux urgences, tu leur dis vous avez des maladies ? Et ils disent ah non, aucune. Tu vois, le mec, il est déjà en surpoids, il fume, il a tous les critères, il a déjà tous les facteurs de risque cardiovasculaires. Il vient parce qu'il a mal au thorax. Tu sais que tu suspectes sur une douleur thoracique d'un patient comme ça. Tu dis ok, son cœur il est pourri, il est polypourri le monsieur. En gros, mais sauf que lui il dit j'ai jamais vu de médecin, donc tout va bien. Et en fait, la première fois il vient aux urgences, on lui découvre tout le reste, tu vois, c'est-à-dire qu'on lui fait un bilan, puis ensuite on voit que ses artères sont bouchées, puis ensuite on voit qu'il a du diabète, puis ensuite etc. Et ces patients-là... Ouais, donc en fait, c'est chaud, quoi. Alors que quand tu as le comportement d'Elsa, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, tu as commencé à 40 ans, tu as vu ton médecin, là, dès que tu as eu ton début de diabète, on l'a traité. Ensuite, on a commencé à regarder, à te donner des conseils et des règles hygiéno-diététiques, et donc ça a pu avancer, tu vois, c'était l'objectif. Okay. Mais en tout cas, il était court le café. Hein. Mais d'ailleurs, tiens, non mais je te le dis, voilà, si tu peux. Oh bah ouais, s'il te plaît. Mais franchement, moi tu m'as vendu un café, donc il faudrait savoir. Et est-ce que j'ai une anecdote par contre sur le. Il est fermé parce qu'il connaît bien aussi. Je connais bien, ouais. Je les connais très bien parce que souvent, je suis quand même avec Miguel, je suis plus souvent derrière la caméra que devant. Les amis, il est 11h30. Je vois que le chat, vous êtes en mode 11h30. On a commencé le podcast un peu en retard, donc on va quand même en profiter pour terminer tranquillement. Ouais. T'as fait le déplacement et tout, donc voilà. C'est vrai qu'il faut masser au rythme de la musique Stay Alive. Ah, très marrant. C'est vrai que j'ai appris ça aussi. Hein. En gros, il faut masser à un rythme entre 100 et 120 battements par minute. Donc, tu as plein de musiques. Oui, au final, il y a plein de musiques. Il y a plein de musiques qui peuvent le faire, mais Staying Alive, pourquoi les gens aiment beaucoup Staying Alive ? C'est qu'en fait, ça fait Staying Alive. Ouais, c'est le bon exemple. Et je crois exactement. C'est super facile et de par contre, et en plus il y a la vanne de Staying Alive, rester en vie, mais je crois que Staying Alive ça doit être à 100 BPM tout pile. Si les gens du chat connaissent Staying Alive, je crois que c'est à 100 BPM. Or la chose idéale c'est 110 BPM. Et par exemple, t'as plein d'autres titres. T'as Jul qui doit avoir 1 ou 2 titres à 110 BPM. T'as pas mal de titres. En plein, ouais. Voilà, on pourrait faire une playlist. J'ai peut-être un son à 110 BPM aussi. Hein. À toi ? Attention. Les gars, masser au rythme de... ça ferait, tu sais que ça ferait un très bon spot, même pour faire de la prévention. C'est un de tes titres et un truc un peu rigolo pour montrer comment masser, tu vois, en mode pour dédramatiser. Là où je pense que tu vois, on a un retard par rapport aux Américains. Nous, tu vois, c'est des vidéos super sérieuses. C'est-à-dire que tu arrives, tu comprends qu'il y a un mort, tu comprends qu'il faut que ce soit dramatique, il faut être sérieux. Alors qu'en fait, le problème, c'est que moi, je regarde ça, je rentre du boulot, ou les gens à l'école, ils regardent ça. Franchement, t'as envie de rigoler. Donc, les Américains, ils ont fait un spot où, tu vois, c'est clairement une blague. L'arrêt cardiaque qui est en train de se passer. Mais derrière, ils font passer un message, tu vois. C'est-à-dire que c'est un jeu, c'est en mode on s'amuse à masser, etc. Parce que l'objectif, c'est de désacraliser ça. Oui, en fait, c'est que ce moment soit vu. Mais ouais, exactement. Et ce moment, il est vu et en vrai, derrière, tu apprends un truc. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, et c'est pas de leur faute, hein, ils ont payé un spot qui a coûté très très cher en plus, un spot en France pour l'arrêt cardiaque, un truc hyper sérieux. Eh ben, c'est long, soyons honnêtes, c'est chiant. Et elle est personne ne députée regarde. De te l'avoir fait, mais elle te l'a fait quand même. C'est très professionnel. Je vérifie quand même si elle n'a pas craché dedans. Non, tout va. Elle en aurait été capable. Mais tiens, est-ce que tu savais, petite anecdote, parce que moi j'aime bien les anecdotes, les moments anecdotes, est-ce que tu savais que... Non, je veux pas savoir. Ok, eh ben tant pis, tu ne sauras pas. Est-ce que toi derrière la caméra, tu veux savoir? Ok, est-ce que tu savais déjà pourquoi on appelle le petit déjeuner, pourquoi on appelle ça petit déjeuner? Alors déjà, historiquement, le petit déjeuner, c'était le déjeuner. Hein. Mais pourquoi on appelait ça le déjeuner? Déjà, on dit déjeuner, parce que déjeuner, ça me tend un peu quand tu le dis. Pourquoi on appelle ça le déjeuner? Petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, de base, c'était le midi. Non, le petit déjeuner, en fait, à la base, c'était déjeuner, dîner, souper. Bon. Oui, voilà, moi c'est ce que je me disais. Mais alors, et donc c'est pour ça que les Canadiens, on dit qu'ils parlent mieux français qu'on ne parle. Oui, sauf que je comprends rien à ce qu'ils disent quand même. Hein. Mais pourquoi on dit déjeuner? Pourquoi on dit déjeuner Ah, bah parce que tu déjeunes, donc tu coupes... C'est vraiment une merde. Comme la nuit, tu dors, tu déjeunes, genre tu manges quoi, t'arrêtes le jeûne. Exactement, c'est t'arrêtes le jeûne. C'est juste ça. Ouais, c'est exactement ça. Je suis désolé, c'est parce que elle m'a mis du sel dans mon café. Non, c'est une blague. Si je te jure, il est dégueulasse.
Genre, tu vois, en vrai, quand je fais d'autres plateaux, tu vois, d'autres plateaux télé, là, j'avoue que j'aurais fermé ma gueule, tu vois, parce que je sais qu'il faut être hyper. J'aurais même pas fait une grimace. Là, je m'en bats les steaks, c'est sa prod, donc j'ai envie de te dire, s'il faut lui défoncer sa prod, vas-y. Je le savais. Je te jure que quand elle m'a apporté le café, je me suis dit. Carrément, ça dit la gote. Je te dis, quand elle m'a apporté le café, je me suis dit, c'est bizarre qu'elle me l'apporte. En plus, c'est un allongé comme j'aime et tout. Je me suis dit, ouais. C'est vrai qu'elle l'a ramené en mode, allez, tiens. Tiens, et tu sais, elle avait le petit regard et tout. Et je me suis dit, en le goûtant, je me suis dit, franchement, il est dégueulasse le café. Et ensuite, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, elle a 4 ans d'âge mental, elle a dû mettre du sel dedans. Il a trop la haine. et donc bah tiens, et donc pour l'histoire du petit déjeuner, bah, le petit déjeuner, tu sais que c'est probablement le premier repas mondialisé, parce que les 3 boissons chaudes qu'on consomme, ça va être bah, le chocolat. Chocolat, ça vient finalement historiquement du cacaoyer, donc c'est Amérique. Le café, Afrique. Et enfin, le thé. C'est Amérique aussi beaucoup dans le café. Alors, le café, t'en trouves aussi en Amérique, mais historiquement, c'est Afrique. Okay. Et enfin, l'Asie, c'est le thé. Tu vois, donc on est 16e, 17e, 18e siècle. Et donc, le repas qu'on consomme, pour nous, qui est traditionnel, le petit déjeuner, bah, en fait, 1, ça l'est pas dans l'appellation, et 2, ça l'est même pas dans la consommation. Je comprends rien là, attends, tu m'as perdu. Je t'ai perdu, trop de mots. Ouais, exactement. Petit déjeuner. Oui. Café. Oui. Café, Afrique. Ok. Chocolat, Amérique. Oui. Asie, thé. Ok. Tout ça ensemble, ça fait le monde. Il manque l'Europe. Bah, il manque l'Europe, mais c'est nous qui consommons. Donc ça veut dire que tu arrives à faire, en fait, tu as un repas qui est mondialisé. On fait les petits déjeuners comme ça, le petit déjeuner avec le chocolat, le café, c'est le premier repas mondialisé. Ok. Tu vois, et si tu veux une anecdote sur une petite anecdote sur qu'est-ce que je peux raconter comme anecdote sur le café. C'est vrai que tu m'as dit que tu avais une anecdote sur le café en arrivant. Ah oui, c'est vrai. La caféine. Tiens, par exemple, je sais pas si tu as déjà vu. Ça, c'est intéressant parce qu'en vrai, il y a les consommations de café à chaque fois. Des fois, tu entends que quand tu bois un café par jour, c'est bon pour la santé. En même temps, c'est quand même pas très bon parce que ça jaunit les dents, ça accélère, je crois, le rythme du cœur. J'en sais rien. Enfin, tu sais plus trop au final si c'est bon ou pas. En fait, la caféine, ça va avoir, évidemment, c'est comme pour tout, hein, ce qui fait la dose, c'est le poison. Donc la caféine, ça va avoir des effets bénéfiques. Le poison, c'est la dose, plutôt. Ce qui fait le... c'est vrai. Je te rattrape. C'est vrai. Punaise, ouais. Parce que d'habitude, tu dis tout le temps, ce qui fait la dose, c'est le poison. Ouais, c'est exactement ça. Même avec des patients, je dis ça. Mais c'est-à-dire, je me suis jamais rendu compte de la phrase. Comme toi. C'est inquiétant, là. C'est inquiétant de fou. Et ce qui fait le poison, c'est la dose. Ouais, t'as raison. Ce qui fait le poison, c'est la dose. Et en gros, la caféine, bah, ça va avoir un effet stimulant. Hein. Donc, ça va avoir un effet sur le cœur. Ça va un peu l'accélérer. T'en as qui vont dire que c'est un peu cardioprotecteur. T'as même des études où potentiellement, à certaines doses, ça soulagerait des migraines, ce qui est un peu contre-intuitif. Mais la caféine, tu sais, t'as déjà remarqué que tu transpires peut-être un peu plus, ou alors, truc assez drôle, quand tu bois du café, c'est un diurétique, en gros, tu as envie d'aller pisser, et c'est aussi un peu un effet laxatif, tu as envie d'aller chier. Donc ça, c'est une réalité. Ok, ouais. Alors je bois pas beaucoup de café, mais le côté envie de pisser, je l'ai déjà eu avec la Red bière, Bull. le Red Bull. Et la bière aussi un peu. En fait, ça va avoir des effets diurétiques, c'est-à-dire ça va donner envie d'aller aux toilettes. Et la chose la plus marrante, c'est le fait qu'il y a eu la question de est-ce que ça déshydrate, parce que tu sais, si tu as envie d'aller pisser alors que tu n'as pas franchement envie d'aller pisser, je peux rassurer les gens, non, ça déshydrate pas. Il y a une étude qui a été faite là-dessus où en gros c'était de voir si ça déshydratait de façon significative. Non, tu vas pas te déshydrater en prenant du café. Ensuite, moi, il y a un truc qui m'agace. Tu vois, c'est comme toi, là, avec la peau, le poison fait la dose fait le poison. Je sais plus ce qu'on dit. Mais c'est les gens qui disent théine. T'as déjà entendu la théine dans le... Ouais. La théine, ça n'existe... attends, j'ai eu le débat il y a pas longtemps avec Elsa. Ça n'existe pas, la théine. Let's go, Elsa, j'espère que t'entends. Ça n'existe pas, la théine. C'est une appellation pour juste dire il y a moins de caféine. Il y a la caféine, mais il y en a moins en concentration dans le thé. Je te jure... Tu me follow? Alors là, je suis à 2 doigts. Parce que je te jure que j'ai eu le débat il n'y a pas longtemps avec Elsa où elle disait, genre, elle prenait du thé avant d'aller se coucher. Et moi, je dis, mais attends, le thé, ça va pas te réveiller là avant d'aller te coucher? Elle a dit, la théine, c'est moins fort. Ouais, elle a dit non, c'est pas de la caféine, c'est de la théine. Mais la théine, ça n'existe pas. Je lui ai dit, mais la théine, c'est de la caféine, mais il y en a juste moins, c'est moins fort. C'est exactement ça, c'est juste... Oh là là, let's go, comment je suis content. Parce que le pire, c'est qu'on est allé sur Google. Et Google, il y avait écrit la théine, hein. Ah bah non, la théine, c'est de la caféine. Ça existait, hein. On refera une vérification, un double check, mais normalement, c'est bien ça. Voilà.
Ensuite, l'autre chose, par exemple, il y a une autre question sur le thé. Tiens, maintenant que j'y pense, moi je sais que le thé j'évite, alors que tu vas me dire le alors café. Alors moi le thé par exemple j'en prends beaucoup. Bah tu vois, le thé, le problème, le truc qui me fait peur, c'est le thé, ça contient des tanins et ça jaunit les dents. Thé vert et thé noir plus. Thé, ça jaunit les dents? Ouais. Plus que le café? Alors non, le café, ça jaunit aussi les dents. Ils n'ont pas fait d'études comparatives, mais le thé, moi je m'étais dit super, je vais passer du café au thé, parce que le thé, ça jaunit moins les dents. Et en fait, non, le thé, ça jaunit les dents. Il y a des tanins dedans et le tanin, ça jaunit les dents. Ok, putain, merde. Et tu vois, il faut se méfier quand même de ce qu'on peut lire, parce que par exemple, le tanin, tu vois, c'est une molécule que tu as dans le vin, qui est cardioprotectrice, tu vois, c'est-à-dire ça protège le cœur, ça protège pas mal de choses. Et pour te montrer un petit peu les trucs, et c'est pour ça que j'invite les gens qui nous regardent à être méfiants des sous-entendus qu'on peut vous faire et des biais. C'est-à-dire que, regardez, moi je vais vous dire un truc qui a été fait pendant très longtemps vis-à-vis du vin, c'est le vin contient du tanin, le tanin c'est cardioprotecteur. Il vous donne 2 informations, ces 2 informations sont vraies. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que tu as envie de supposer? J'ai l'impression que le vin c'est cardioprotecteur. Très bien, exactement. Ils ont joué de cette ambiguïté très très longtemps, alors qu'en fait, il faut savoir que la preuve, ce qu'on appelle la charge de la preuve, elle revient à la personne qui t'annonce qu'il y a un effet. La charge de la preuve, c'est-à-dire la personne qui va dire le vin est cardioprotecteur, c'est au vinicole de le prouver. C'est pas au médecin de prouver que ce n'est pas cardioprotecteur. Ouais. Tu as une énorme étude qui est sortie, je crois en 2013, un truc comme ça, qui a été publiée dans un très gros journal, qui a été faite par des cardiologues, où ils ont démontré que la dose qu'il faudrait de vin pour avoir l'effet protecteur du tanin, c'est une dose qui est clairement toxique. Donc, pour toutes les personnes qui écoutent et qui entendent ce truc-là de « ouais, c'est bon », non, c'est une connerie monumentale. Le vin n'est pas cardioprotecteur. Tu vois, c'est juste, ça permet de régler un truc. Voilà, je débunk des trucs comme ça. Tu pourrais, justement, si tu as un conseil, je pense qu'il n'y a pas forcément de miracle, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens, même peut-être les plus jeunes ou quoi, qui regardent et qui se demandent comment on fait pour détecter les fake news ou justement ne pas tomber dans ce genre de piège? Alors moi j'aurais comme conseil à donner follow at Dr Gage. Non mais en plus c'est vrai que actuellement, non mais blague à part. Non mais c'est con. Allez les amis, on envoie le petit follow. On va Dr Gage. Non mais en plus en vrai c'est devenu mon nouveau concept, c'est que maintenant je me suis mis à débunker pas mal d'idées et j'essaie de répondre à ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait le problème c'est que je vais te donner un truc assez drôle, c'est qu'en fait, quand quelqu'un, un médecin ou quelqu'un te dit « je ne sais pas », tu vas te dire qu'il n'est pas bon, alors que le mec qui te dit « je sais », ça veut dire qu'il est bon. Il faut savoir qu'en médecine... Déjà, moi je préfère un mec qui va me dire « je sais pas » qu'il va dire approximativement. Ouais, mais le truc c'est que tu verras, et ça tu le vois beaucoup dans les émissions télé où tu as des non-médecins qui viennent et des charlatans le plus souvent, ils vont te donner un argument physiologique, exemple le vin, tu vois, et tu le vois, hein, tu as plein de gens qui le font, ils vont donner l'histoire du tanin et ils vont te faire la connexion, ils vont te dire, vous savez, il y a une étude qui montre ça, il y a une étude qui montre ça, alors parfois t'en as qui vont assumer totalement de mentir et de dire, donc le vin est cardioprotecteur, non, ça veut pas dire ça c'est juste un argument physiologique, t'as pas d'argument statistique, d'accord, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en médecine, on n'est pas capable de dire qu'il n'y a pas de lien entre 2 événements. Par exemple, tu vois, si imaginons, je m'amuse, tiens, on va prendre le café dégueulasse de ton assistante de prod. Et eh bien, son café dégueulasse, j'ai une bonne idée, je vais le vendre sur Internet et je vais dire, ça protège du cancer, d'accord? C'est une nouvelle recette à base de sodium, elle protège du cancer. Ok. Moi, ce que je vais pouvoir démontrer en tant que scientifique, c'est si on fait une étude à qui je fais boire à des personnes le café dégueulasse de ton assistante de prod et le verre d'eau, d'accord. Si on s'amuse à faire boire ça à 2 groupes de personnes, on est bien d'accord que, imaginons je prends 1000 personnes, j'aurai autant de cancer du côté groupe O que du côté café avec du sodium. On est d'accord ou pas? Je ne devrais pas avoir moins de cancer du côté café avec du sodium. Non. Ouais, ça c'est vrai. Donc en gros, je peux dire que sur la base d'un échantillon de 1000 personnes, je n'ai pas observé de différence. Mais je suis incapable de garantir que si on ne prend pas 10 000 personnes, peut-être qu'en fait le sodium, ça a un effet très léger sur la survenue des cancers, très très léger, et que sur 100 millions de personnes, il y aurait une différence, genre il y aurait 2 cas de cancer de moins. Donc en fait, un scientifique qui est honnête, il va te dire cette phrase, je n'ai pas assez de preuves, ce n'est pas statistiquement significatif pour conclure à une différence. Et donc tu vas dire, attends... Le Dr Gage, il dit je sais pas, le mec en face, le coach sportif, il dit ça marche. Bien sûr, le coach sportif, il a raison, il a l'air de connaître son sujet. Non, connard, c'est pas parce que tu connais un élément physiologique que tu es capable de me justifier un événement. Il faut 1, une preuve physiologique, 2, un lien statistique, 3, un lien de réversibilité. C'est quoi un lien de réversibilité? C'est en gros le groupe qui boit de l'eau, je peux m'amuser à leur faire mettre, du café. T'es démarré. Et t'as démarré d'un coup et on sent que t'as des choses à dire et ça t'énerve. En fait, ce qui m'énerve, c'est juste qu'on joue un petit peu de certains
certains biais cognitifs que les gens ont, des gens qui sont pas forcément qualifiés, et moi je considère moi-même ne pas être le plus qualifié là-dessus, mais ce qui m'énerve, c'est que pour certains, l'humilité c'est un signe d'incompétence. Alors j'aurais tendance à dire que c'est au contraire, l'humilité, c'est probablement l'une des choses que tu apprends le plus en ayant une connaissance approfondie d'un sujet, parce que tu te rends compte qu'il faut être nuancé dans ton propos. Et d'ailleurs, j'invite les gens, et vous voyez, moi je n'échappe pas moi-même à cet adage-là, j'invite les gens à regarder l'effet Dunning-Kruger. En gros, c'est la confiance que tu as dans tes connaissances et le degré de connaissance que tu as. Et en fait, on voit que plus tu connais un sujet, plus tu te rends compte que tu le connais pas. Je sais pas si tu as déjà vu une vidéo de 10 minutes genre sur de la physique quantique et tu as l'impression de connaître la physique quantique. Ouais. Tu vois ? Genre, oui, vrai, mais c'est le taf d'un vulgarisateur. Moi, quand j'explique un truc, c'est le taf que la personne se dise « j'ai compris le sujet ». Non, tu as un aperçu du sujet, mais tu ne l'as pas compris. Ça, moi. Non, mais ça, toi, oui. Parce que moi, je suis au max avec toi. Hein. Je peux pas. Tu sais plus de choses que je ne sais. Mais voilà, en théorie, il faut bien comprendre qu'on a un discours qui est nuancé. Ok. J'ai une question peut-être pour les gens qui nous regardent, parce que je vois qu'il y en a dans le chat qui sont à fond, qui sont ultra intéressés par ce que tu dis. C'est rare déjà, faut le dire. que les gens soient intéressés par ce que je dis, c'est ça, ou que les gens du chat soient intéressés par ton live? Le mec qui règle ses comptes. Non, mais moi je m'en bats les steaks, j'ai pas de carrière, je t'explique. Si tu veux que je plonge ton live dans un truc moins de 18 et que... on part là, moi tu sais, en vrai, j'ai rien à perdre par rapport à toi. Écoutez-moi bien. C'est un complot. Non, on va peut-être éviter. Non, en vrai, c'est quoi, toi, ça a été quoi ton parcours? Comment les gens peuvent faire un peu le métier que tu fais aujourd'hui? Alors, c'est quoi peut-être les petites clés, les trucs à faire? En pratique, moi, j'aurais tendance à dire, alors le parcours a changé, puisqu'en fait, ils voulaient des profils différents en médecine, mais j'aurais tendance à dire, moi, ce que j'ai fait une première année de médecine. J'étais très fort en physique-chimie, pas particulièrement en biologie, et en maths. Et j'aurais tendance à dire que pour les gens, et ça n'a pas changé, c'est-à-dire que les gens qui veulent absolument réussir en médecine, d'être plutôt bon en physique-chimie, tu fais ta première année, ensuite tu es externe, donc tu es là, tu observes l'hôpital, et puis ensuite tu choisis une spécialité pendant 6 ans. Alors je me permets, parce que j'ai des petits relents. Voilà. Je sais pas comment le faire, attendez. Pas de souci. Que là, tu vois, la différence des directs, parce que l'avantage, c'est qu'en plateau télé, tu peux, tu as des moments, tu as des pauses. Parce que là, j'ai le retour, et ces connards, ils m'ont laissé le retour, donc je vais devoir lâcher mon tiro en plein retour. Voilà, c'est bon. Allez. Ok, très bien, c'est bon, c'est libéré. C'est libéré. C'est naturel. C'est naturel, et d'ailleurs, c'est pas bien de les retenir, les roues. C'est pas bien de les retenir, et c'est pareil pour les P. Les P, en moyenne, on est à 14 P par jour. C'est marrant, c'est qu'il y a eu un TED Talk là-dessus, par exemple, ce que j'adore avec la médecine. Est-ce que les hommes pètent plus que les femmes? Non. Il n'y a pas de truc là-dessus. Par contre, la chose la plus drôle, et moi c'est ce que je trouve de marrant, c'est que tu peux prendre un truc hyper anecdotique, genre les P, et tu vois, tu peux faire de la physio derrière de malade, c'est-à-dire comprendre d'où ça vient, d'où vient l'odeur, ce qui aboutit à une production soufrée par rapport aux bactéries. C'est donc la consommation de protéines qui joue. D'ailleurs, vous avez dû remarquer quand vous consommez des protéines, tu pètes plus, mais surtout ça sent plus fort. Et moi, la chose que je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est une odeur soufrée. Je mange protéines et moi les mecs alors. Tu vois, tu dois manger des œufs, mais tu vois, tu devrais te dire, c'est bizarre. Dans les protéines, il n'y a pas de soufre particulièrement. Oui, mais c'est le métabolisme des bactéries qui sont consommatrices de ces protéines-là qui va aboutir à l'odeur des P. Et c'est ça ce qu'il y a de rigolo. Tu vois, sur un truc anecdotique, en fait, si tu fais de l'analyse approfondie, tu peux faire des choses super drôles. Et il y a même des anti-prix Nobel, ce qu'on appelle, c'est les... comment ils ont appelé ça? Je crois que c'est anti-prix Nobel pour référence aux anticorps. Et en gros, ils se sont amusés à faire des problématiques hyper connes, mais démontrées de façon hyper complexe. Incroyable. Par exemple... C'est genre le prix Nobel de... C'est l'inverse du prix Nobel. Okay. Et c'est des Américains qui ont fait ça, et t'as des mecs qui font des papiers extrêmement compliqués sur des sujets à la con, du genre pourquoi quand t'es dans la rue et que tu marches dans un sens, t'as plus à risque de te prendre des gens quand il y a plus de monde, moins de monde. Donc en gros, ils font un modèle mathématique. Mais pourquoi des mecs aussi talentueux, pourquoi ils n'utilisent pas leur temps pour faire des belles choses? Parce qu'en fait, la science, faut comprendre que c'est pas un truc chiant. Et ça, faut arrêter de vouloir parce que tu vois, on parle tu vois, il y a beaucoup les sportifs qui se plaignent, qu'on stigmatise le sport, etc. Mais je trouve que c'est encore pire pour la science. La science, c'est un truc chiant dans la tête des gens. Ouais. C'est des équations, ça sert à rien, c'est théorique. Mais non, la science, c'est la vie. La science, c'est ce qui te permet de décrire. La science, c'est l'esprit critique. La science, ça sauve des vies. La science, c'est plein de choses. Et là, on est en train de me montrer un jeu de très mauvais goût. Visiblement, il y a Alors, justement, en parlant de la science, comme quoi la science est incroyable, nous avons un docteur Maboul. Wow. Parce que la science, c'est la vie aussi. Ah là là. Attends, ça veut dire qu'en gros, tu me... Attends, mais est-ce qu'on va vraiment jouer à docteur Maboul là, en vif?
Mais attends, ça veut dire que tu es en train de me dire que potentiellement, on va devoir faire comme... Oh là là, Docteur Maboul, les mecs. Docteur Maboul versus un médecin urgentiste. Je suis cuit, je pense, les gars. Je pense que je suis cuit. Ouais. C'est évidemment, tu sais que c'est l'examen, c'est pour valider ta dernière année. On te met un Docteur Maboul et il faut le faire. Oui, d'accord. C'est pour ça. D'accord. Et si tu veux une médaille d'or, il faut faire comme ça. On est sûrement sur l'avenir de la chirurgie. Merci beaucoup JL Marina pour le sub. Est-ce qu'on se terminerait pas ce petit podcast par un petit Docteur Maboul? Avec grand plaisir. Allez, c'est magnifique. Je joue ma carrière sur un Docteur Maboul. Tu sais que vraiment, imagine là, tu perds face à moi, c'est honteux. Bah là, en fait, sachant que je suis pas connu pour être très manuel et minutieux. Bah dis-toi que ça veut dire que si je perds contre toi là-dessus, faut quand même se dire que tu m'as eu sur un bateau où ta vie était entre mes mains, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. C'est quand même une preuve de confiance. Ouais. Ou alors une preuve de... Alors attends, est-ce qu'il faut l'allumer? Attends, normalement, si. Attends, je vais vérifier. Ouais. Ok, il est allumé. Comment on fait? C'est genre chacun une case? Non, mais alors attends. Normalement, il y a un système de facturation, je sais pas si on l'a. De facturation? Ah bah, il y a toujours la facturation en médecine. Hein. Comment ça? Ok, bah normalement tu prends des cartes et... Ah, et ça te dit quoi prendre? Ok, tu sais quoi? Je te propose, on va jouer comme ça. Pour chaque truc où j'ai une anecdote, en gros je commence, tu veux. Tu vois, par exemple, si j'ai envie de prendre ça, à chaque fois je dois te raconter une anecdote. Ok. Et si j'ai pas d'anecdote, tant pis. Et moi, si ça buzz, bah toi tu passes à... Non mais toi on s'en fout, toi. Tu essaies de le faire. Ok, d'accord. Mais après, si t'as une anecdote à nous raconter, franchement, vas-y. T'as une anecdote ou pas? Petite confession, consultation de tournage. J'essaye de réfléchir. Pour l'instant, là, j'ai pas de première anecdote. Je vais peut-être en trouver une en réfléchissant, hein, mais... Ok, bah alors je te pose une question. Okay. Ça te va? Est-ce que tu étais réellement rassuré quand tu m'as vu comment ça s'appelle, sur le tournage du bateau? Pour de vrai, je dois répondre? Ouais. Oui. Ok, c'est bon, tu peux. Ouais. Très bien. Faut savoir que moi, je fais... Bah, c'est presque méchant ce que je vais dire, on dirait, mais pas du tout. Je fais confiance assez facilement aux gens. T'aurais pu dire pire, t'aurais pu dire je fais confiance à n'importe qui. Non, je donne ma confiance aux gens parce que, tu vois, c'est pas parce que je vais rigoler avec toi, tu vas dire des trucs où ça peut être inquiétant et tu te dis mais c'est quoi ce médecin, machin, que je vais juger en me disant ah ouais non, je lui fais pas confiance, machin. Je sais que c'est pour rigoler, tu vois. Et qu'en vrai, derrière, si t'es là aujourd'hui, c'est pas pour rien, t'es professionnel et voilà. C'est vrai, peut-être. Hein. Peut-être. Ok, je vais commencer par le papillon parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Les petits papillons dans le ventre. Oh, attends, mais ça a l'air super dur comme jeu en vrai de vrai. Tu sais que j'ai jamais joué au Docteur Maboul, hein. C'est vrai? Jamais. Moi, c'était comme ça dans la vraie vie. Hein. Faut juste pas toucher les bords. Sauf que là, j'ai l'impression que t'es déjà sur le... Ah non, putain, ça va. C'est bien. Alors, il est possible que je triche à un moment si je vois que tu as gagné, hein, je te préviens. Voilà. Quoi? Mais j'ai même pas touché. Non, attends, c'est une honte. Ah ouais, genre toi tu triches, mais normal. Au deuxième essai. Allez, on te le valide. Je l'ai eu au deuxième essai, Moi, je me lève, je m'en fous du plan, j'aime tellement gagner. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'on va enlever? Tiens, il manque des trucs. Ah non, il y a tout dedans. Ok. Les gars, est-ce que vous pensez que je peux win ou pas? Là, je l'ai eu au deuxième essai, mais j'ai un papillon quand même. On va s'intéresser au cœur. Ok. Est-ce que tu savais que c'était possible de faire un infarctus sur... Ah ouais, t'as raison. Allez-y. T'as touché? Ouais, j'ai touché. Mais t'inquiète, t'as un deuxième essai. Comme moi, je l'ai eu au deuxième essai, t'as un deuxième essai. Alors, est-ce que tu savais que c'était possible de vraiment mourir parce que t'as le cœur brisé? T'as retouché là. Non, c'est un effet de... T'as retouché. On peut vraiment mourir de cœur brisé? Ouais, ça s'appelle le... Ça... Non mais là ça touche beaucoup de monde, là. C'est quoi ça? Attends, j'ai une question. Ouais, est-ce que des fois t'opères? Non. Non, moi j'opère jamais. Ok. J'ai l'impression que ça te rassure tout d'un coup. Ça me rassure. Moi j'opère. Mais il peut m'arriver quand même de faire des gestes. Après c'est un jeu, mais c'est tellement particulier. Après il peut m'arriver de faire des gestes compliqués, c'est-à-dire par exemple de mettre des aiguilles dans des grosses artères, enfin dans des petites artères et dans des grosses veines. Je vais te montrer comment on récupère le cœur.
Eh ben, montre comment on récupère le cœur, surtout qu'en plus, là, le pauvre monsieur, il a le cœur brisé, probablement qu'il a eu une mauvaise nouvelle. Et pour ceux qui ne savent pas, ça existe, c'est un syndrome rare. Ça concerne principalement les femmes. Et c'est en général plutôt des patientes âgées, quand elles perdent leur mari avec qui elles étaient depuis des années. Vas-y, pourquoi c'est moi qui raconte l'anecdote en plus? C'est compliqué pour toi. Là, c'est compliqué pour toi. Là, tu viens de me briser le cœur. Là. Là, c'est dur. Là, c'est très dur. L'ego en prend un coup. Eh ben, ça s'appelle le syndrome des cœurs brisés ou le syndrome de Takotsubo. Et t'as des femmes assez âgées, c'est très triste. Quand elles perdent leur mari avec qui elles étaient depuis 50 ans, elles font un infarctus, donc elles ont il y a une partie du cœur qui meurt parce qu'il est mal vascularisé. Et quand on regarde, on fait une imagerie pour regarder le cœur, on voit que le cœur, il va bien. Il a une forme un peu particulière, une forme en piège à poulpe, mais il a une forme un petit peu bizarre. Mais on voit les artères, elles vont bien. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'on pense que dû à l'émotion forte, tu fais plus d'adré. Et en fait, les catécholamines, ça va faire qu'il va y avoir une déformation du cœur et que ça va faire que le cœur, il va mal se vasculariser. Et donc, ça s'appelle le syndrome des cœurs brisés. Surtout que quand tu te sens vraiment mal, genre cœur brisé ou quoi, des fois, tu sens dans ton corps que il se passe un truc, genre. Ah ouais? Ah oui, t'as raison. Ça, par contre, c'est vrai. Même quand tu as une mauvaise nouvelle, etc. Exactement. D'ailleurs, je vais te raconter une deuxième anecdote. Est-ce que tu savais que quand tu avais une émotion forte, tu étais probablement plus séduisant aux yeux des autres? Allez! Oh, bien joué! Il était trop heureux! Il était trop heureux! C'est bon, ça y est, j'ai réussi. Il a eu la paix! Allez, voilà! Bien joué, bien joué. Donc, est-ce que tu savais que quand tu avais une émotion forte, tu fais de l'adrénaline? L'adrénaline, c'est l'hormone de stress. C'est ce qui te permet de survivre quand tu te fais attaquer par un lion, par un ours, ce que tu veux. Et en fait, cette adrénaline, elle va pas avoir d'action sélective. Elle va jouer à la fois sur le cœur, à la fois sur le poumon. Elle va aussi dilater tes pupilles. Tu vois, par exemple, t'as jamais remarqué, genre par exemple, toi, tu fais je sais pas, imaginons, tu veux faire ta proposition à Elsa, tu vas être stressé. Tu vas avoir le cœur qui bat la chamade, ça c'est dû à l'adrénaline. Mais l'adrénaline, elle va aussi dilater tes pupilles. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde tes pupilles, la partie noire de l'œil, on verra qu'elles sont un peu plus dilatées. Ça témoigne d'une émotion forte. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça veut dire que t'es intéressé par Elsa à ce moment-là, mais ça veut aussi dire que, on a fait une étude là-dessus, que t'es plus beau aux yeux d'Elsa. Quand t'as les pupilles dilatées, tu apparais plus séduisant pour la personne en face de toi. Okay. Donc tu vois, quand tu dates quelqu'un, faut pas avoir peur d'avoir les pupilles dilatées, parce que ça veut dire qu'en gros... C'est bien d'être stressé en fait avant un date. C'est bien d'être stressé. T'arrives à ton date stressé, t'es plus beau et hop. T'as les pupilles plus dilatées, t'es plus attachant. Et tu vois, ils avaient fait une étude marrante où ils montraient deux fois le même visage. Pas parler de monde en mariage par contre, je crois, parce que le chat... non mais c'était une supposition parmi tant d'autres. Voilà. Allez, je laisse ça. D'accord. Je laisse ça sur comme information. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me follow sur la page. Je sais pas si t'as encore une anecdote, mais tu peux en envoyer une. On va terminer sur le premier qui touche a perdu. Ok. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai enlevé l'os à souhait. Tu sais, c'est le truc où tu prends l'os et tu le casses en deux, d'accord? Et il faut savoir que, en fait, c'est une légende qui remonte. Putain, il est fort, cet abruti. Je suis dégoûté, en vrai. C'est pas très grave si tu perds à ton propre jeu. C'est pas... Voilà. Si. Franchement, je trouve quand même que ça s'est vachement allumé. Moi, je suis pas éclairagiste. Ok, si tu l'as, t'as gagné. Ah, j'ai le seum. Il va avoir l'os. Oh, il l'a eu un instant. Je te propose, tu veux. Ah, tu pars en roi. Bravo. Franchement, bravo parce que tu pars en héros. Je pars en héros. Tu pars en héros. En vrai, j'ai fait exprès, les amis, c'est aussi ça, respecter ses invités. C'est savoir perdre pour les mettre en valeur, c'est quand même important. Merci de m'avoir mis en valeur d'ailleurs au passage. Voilà. Ça m'a fait extrêmement plaisir de me mettre en valeur pendant tout ce live. J'espère que les viewers ont apprécié, qu'ils ont apprécié ta tasse aussi. C'est vrai, la tasse est magnifique. Mais du coup, non, sincèrement, merci à toi Aurel, merci Dr Gage d'être venu sur le stream, d'être passé pour le club. Sache que c'est mon premier podcast. Je ne sais pas si c'est un podcast que je vais continuer, mais c'est le premier épisode. En tout cas, il est avec toi et ça me fait plaisir. Et moi, ça me fait franchement plaisir d'être ton premier invité, un peu comment dire, crash test. J'espère que ça c'est pas trop, c'était plus test que crash. Non, non, c'était cool. En fait, je voulais vraiment faire ça avec toi en premier parce que on se connaît. Ouais. Je savais que j'allais être à l'aise avec toi et toi, tu connais un peu l'exercice podcast. Tu racontes plein de choses, etc. Donc, je savais que quoi qu'il arrive, ça allait être intéressant et voilà quoi. Le chat, j'espère que vous avez kiffé, c'était incroyable, vraiment hyper intéressant.
Moi, je vous ai kiffé. N'hésitez pas, cette fois-ci, c'est moi qui le dis. Wow. Et vraiment, je le dis avec le cœur. N'hésitez pas à vous follow à ma chaîne Twitch. C'est important, les amis. Je suis dégoûté. Sincèrement, n'hésitez pas à les follow le Dr Gage. Il y a son arrobas juste ici sur Instagram parce que voilà, il est venu sur le stream, ça fait plaisir. Et si jamais ce qu'il a raconté ça vous a intéressé, sur Insta, j'imagine que tu racontes plus de choses. Ouais, je raconte plus de choses, je mets mes passages télé, je mets aussi mes interventions avec toi et toutes les fois où je m'incruste dans tes différents plateaux de force, où j'arrive un petit peu à rentrer par des salles par derrière ou par des portes dérobées, je mets toujours des petits passages où comment je suis arrivé à rentrer discrètement sur des tournages de des fois, sur des tournages, on n'appelle pas. À la fin du tournage, je le vois, il est en mode Michou, je suis là. Et je suis en mode mais on n'a pas besoin de médecin, dégage. Je crois que le pire truc que j'ai fait, c'était sur le tournage Fiat Panda où je suis venu en tenue directement de pilote. Fiat Panda, la course, il est venu en tenue de pilote. Et le pire, c'est que GMK comment il s'appelait? J'ai une mémoire courte. Ragnar. Bah, les deux, ils étaient persuadés que j'étais candidate en mode parce qu'ils m'ont vu, ils ont fait lui il a une tenue de pilote. Allez voir Michou et dites-lui que vraiment ils m'ont dit non on te connaît pas. Je dis ouais mais quand même vraiment moi je vous aime bien tous les deux, je vous connais bien. Je suis sûr qu'on s'est vu. C'est vraiment un troll. Hein. Bah jusqu'au bout. Un troll. Et tu sais quoi, on va terminer sur ça. Ouais. Parce que après toi tu vas reprendre de ton quotidien. Raconte-nous justement comment ça se passe une journée dans ta vie. Waouh, une journée dans ma vie, en gros, là par exemple, c'est facile. Hein, je me réveille le matin. En général, je vais au sport, mais ça, je pense qu'on s'en balance. Ensuite, je vais parce que si t'as pas d'hygiène de vie aux urgences, c'est très compliqué parce qu'en fait, t'as quasiment pas le temps. Ensuite, à l'hôpital, quand je vais à l'hôpital, première chose, je suis aux transmissions. C'est-à-dire que t'as les patients, t'as les médecins de la nuit, quand ils ont pas dormi, ils te disent tel patient, il est en attente de tel truc, et donc toi, tu vas récupérer les données. Ah oui, en fait, c'est échange d'infos. C'est échange d'infos parce que tu peux pas dire à tous les patients, s'il y a des patients qui sont arrivés à 7h30 et que toi, t'es l'équipe, t'arrives à 8h, faut quand même savoir que le patient de 7h30, ce qu'il a quand il a été vu. Ensuite, pendant la journée, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir deux types de patients et c'est là où c'est un peu dur. Je vais avoir les patients très graves d'un côté, les patients qui viennent pour des trucs très très graves et qui vont prendre beaucoup de temps, ce qu'on appelle les patients de déchoc. Puis je vais avoir les patients qui viennent aux urgences et qui potentiellement peuvent avoir des choses graves. Donc potentiellement je peux les upgrader, mais il faut que je les vois, quoi. Je veux dire ton panari, la personne qui se fait une fracture, etc., etc. Je fais ça toute la journée. En pratique, en théorie, je suis censé déjeuner. Finalement, mon déjeuner c'est tout le temps un café. Le soir, je rentre, je suis fatigué. En général, j'écris des pastilles pour Instagram où j'essaie de vulgariser la médecine. Et puis voilà. Et puis sinon, de temps en temps, je t'appelle pour t'emmerder. Très cool. Voilà, beau programme, c'est parfait. Les amis, je vois que samedi le live YouTube a bug, on va aller voir ça tout de suite, je vais le relancer. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Le Club, j'espère que vous avez kiffé. Merci Aurel.